sur le... Bon. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous ceux qui sont à distance et bienvenue à tous ceux qui sont là. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence nombreuse ce soir. Quand tout le monde sera arrivé, on sera plus de 30 dans la salle et plus de 40 personnes à distance. Je vous remercie de faire silence. C'est XMP Entrepreneurs qui vous accueille. Donc, je vous rappelle simplement qui nous sommes. Nous sommes une association au service de nos anciens, de l'XDMI, des Dépôts et par extension de tous ceux qui s'inscrivent pour devenir membres de notre association. Et nous sommes très ouverts, très accueillants. Nous sommes au service de nos alumni qui veulent entreprendre, soit créer, soit reprendre une entreprise, ainsi que ceux qui ont déjà créé et ou repris une entreprise et qui veulent continuer à se développer. Et à ces trois populations, les créateurs, les repreneurs et ceux qui sont déjà à la tête de leur entreprise, nous offrons un certain nombre de supports, de prestations. Vous rassurez un peu. Merci de vous mettre en mute pour les gens qui sont connectés à distance. Et nous essayons de les... Oui, tu peux les mettre tous en mute si tu arrives à trouver la quelques mesures oratoires, c'est que d'abord, nous enregistrons toutes nos soirées et ça nous permet de les stocker sur une petite chaîne vidéo YouTube que vous pouvez, à laquelle vous pouvez accéder simplement en ligne et vous pouvez retrouver toutes les vidéos de toutes nos soirées depuis le début du confinement. Donc, ça finit par faire un bon temps de vidéos que vous pouvez consulter. Qu'offrons-nous de plus que ces soirées à nos membres? Nous leur offrons également de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement individuel grâce à quasiment 10 accompagnateurs bénévoles, dont un certain nombre sont dans la salle ou à distance, que ce soit de l'accompagnement aux créateurs dans leur projet, aux repreneurs dans leur projet ou aux dirigeants actuellement en poste. Nous leur offrons des formations que nous pratiquons, enfin que nous offrons chaque année de manière séquentielle. La formation reprise d'entreprise vient d'avoir lieu à l'automne début de l'hiver. Les formations à la gestion d'entreprise vont démarrer à partir du mois de mars de cette année. Nous offrons des soirées seules ou à plusieurs avec d'autres grandes écoles membres de G2E, grandes écoles entrepreneurs, dont nous sommes partis. Et ainsi, tous nos membres peuvent aller aussi picorer dans tous les événements proposés par toute la communauté des grandes écoles regroupées sous la bannière Grandes Écoles Entrepreneurs. Et donc, en rentrant chez XMP Entrepreneurs, vous pouvez bénéficier de tout ce que l'écosystème G2E a à proposer. Et c'est ainsi que nous avons picoré dans les meilleures pépites des meilleures grandes écoles qui avaient des choses à offrir. Et je pense notamment au monde de la reprise d'entreprise, où nos amis de HEC, à travers HEC Repreneurs, ont fabriqué un book qui permet aux repreneurs de voir leur CV pousser vers toute la planète des apporteurs d'affaires. C'est ainsi que le CLENAM, qui diffuse un bulletin d'affaires à reprendre, bénéficie maintenant à tous nos membres, et ainsi de suite. Voilà, donc ayant rejoint Grandes Écoles Entrepreneurs, XMP Entrepreneurs est devenu plus riche de toutes les propositions de valeur que peuvent faire toutes les associations membres. Ce soir, nous sommes réunis par le club des créateurs de XMP Entrepreneurs. XMP Entrepreneurs est animé avec 3 clubs. Un club au service des créateurs, un club au service des repreneurs et un club au service des développeurs. Et chacun de ces clubs anime 1 à 2 ou 3 soirées dans l'année. Ce soir, c'est donc une soirée Club des créateurs, animée par Didier Launay et Philippe Roche, tous les deux présents dans la salle. Et je vais bientôt passer la parole à Didier, c'est lui qui va nous introduire le thème de cette soirée, ainsi que nos 2 intervenants extérieurs, que nous remercions chaleureusement pour leur présence. Et donc Didier, si tu en es d'accord, la parole est à toi. Je vais proposer comme règle du jeu que ceux qui veulent garder le masque le gardent, ceux qui ne parlent pas pourraient le mettre peut-être par égard pour ceux qui veulent se protéger, et que les speakers, en revanche, l'enlèvent si on veut pouvoir les comprendre. À tous, une bonne soirée. Pour ceux qui sont en présentiel, nous poursuivons, je crois, par un petit verre sympa qui nous permet de prolonger les échanges. Et pour tous ceux qui sont à distance, et auquel Didier, je vais te demander de te tourner, de te mettre à peu près là où je suis pour que tu puisses t'adresser à la fois aux 2 populations. À tous ceux qui sont à distance, et bien, nous disons la prochaine fois, il faudra venir pour pouvoir profiter du petit pot amical qui suit. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir deux participants
deux exposés intéressants dans le domaine du financement des startups, mais pas que des startups, des entreprises jeunes, et notamment par des fonds. C'est très rare d'avoir des fonds qui interviennent très tôt dans le financement, et on a la chance d'avoir Elaya et MySeedCap qui sont deux exemples. Donc, vous pourrez leur poser tout un tas de questions, je suis sûr, qui vont, et ça va être passionnant. Alors, je laisse la parole à Raphaël de Toury, qui lui connaît très bien nos deux intervenants et qui va les présenter. Voilà, tout à fait. Voilà, donc j'ai le plaisir de… Enlève ton masque et tu viens me dire. Effectivement, oui, ça va être court, mais ça sera mieux sans le masque. Donc voilà, j'ai demandé à Alain Rousselin et Anne-Sophie Carrez de nous rejoindre pour ce soir et je les remercie vraiment très chaleureusement d'être là. Évidemment, ils vont être au cœur du sujet, donc leur témoignage va être très intéressant. Alain, donc c'est un serial entrepreneur récidiviste qui aujourd'hui est partenaire fondateur de MySeedCap, qui du coup est un fonds de business angels. Voilà, donc on va vous apporter la vision des business angels structurés qui investissent dans les entreprises, donc qui pourra nous témoigner de savoir comment ça fonctionne, comment ils font ça. Et puis ensuite, vous avez donc Anne-Sophie qui va témoigner donc, au sujet du fonds Elaya, qui est un des fonds très connus de la place. Bienvenue, entrez. Qui est un fonds bien connu de la place parisienne et qui est un des rares qui est capable d'intervenir très tôt dans le financement des startups, capable même de faire du seed, voire même du pré-seed, de ce que j'ai compris. Donc Anne-Sophie nous expliquera comment elle fait ça. Elle est partenaire du fonds Elaya. On charge spécifiquement des fonds précis des seeds chez Elaya. Voilà, sur la partie tech. Voilà. Alain. Alors, avant l'intervention d'Alain, j'invite tous nos amis qui sont connectés à distance, et j'espère que vous me voyez, posez toutes les questions que vous voulez. S'il vous plaît, vous les posez par l'intermédiaire du chat. Dans la barre du bas, vous trouvez un bouton « Converser ». Posez toutes vos questions, nous les reprenons en séance, et j'invite bien évidemment la salle à interrompre, à perturber nos interlocuteurs, à les déstabiliser, à faire qu'ils sortent du propos qu'ils voulaient nous donner. Le but de la soirée, c'est que nous échangions et que nous construisions la soirée autour de vos questions, bien sûr autour de leurs témoignages, mais voilà, ce sera plus interactif si vous osez prendre la parole. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à leur poser toutes les questions. Je suis sûr qu'ils nous pardonneront le fait de les faire un petit peu sortir du cadre de ce qu'ils voulaient nous expliquer. Voilà. Ben, Alain, je t'en prie, si je peux voir la présentation ici et il faudra… Je vais m'en occuper si tu veux. Okay. Donc, moi, c'est Frédéric Didier Raphaël, Fiat-Puffy. Je crois que Didier qui m'a demandé de dire 2 mots sur mon parcours. Je vais essayer d'être assez rapide. Je suis un serial créateur. Pour nos créateurs, je fais une remarque sur le serial qui a dit Raphaël. Donc moi, j'ai eu un parcours très classique jusqu'en pas longtemps, c'était 49 ans pour ce démarrage. J'étais chez Orange, je donne les noms actuels, Orange, Sagem et un opérateur américain qui s'appelle MTR.com. Et en 2003, j'ai créé 2 entreprises, MyStream et MyIP, donc Serial, pour tous ceux qui ont fait des études scientifiques, cette série commence à 2, je pense que je suis serial entrepreneur. Et les deux, l'une a été vendue, MyStream, en 2015 à Coriolis, et l'autre, MyIP, au groupe Bolloré. Pour ces 2 entreprises à la télécom. Alors, moi, j'ai connu tout le parcours complet. J'ai été un incubateur, une pépinière par INCO, j'étais lauréat WICO, j'étais lauréat Santipol, j'ai eu droit à l'époque CCIR, le CDI, je ne sais pas encore. Et puis, j'ai vendu mes boîtes, ça s'appelle des guides industriels, donc j'ai eu droit au contrôle fiscal, à l'en-out, à la garantie de passif. Et donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre à tous les jeunes créateurs. Je leur dis comment ça se passe. Alors, je vous raconte, je dis tout se passe très bien. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez l'occasion de vous dénoncer comme contrôle fiscal, faites-le avant la vente. Parce que si vous êtes en garantie de passif, votre acheteur ne vous fait aucun cadeau et il vous laisse filer. Donc, si il y a un contrôle fiscal qui vous arrive avant, au moment où la vente, c'est considéré que c'est une bonne. Et en 2015, donc, je suis devenu, j'anime, disons, un fonds d'amorçage qui groupe DBA, je reviendrai, qui finance en amorçage des startups depuis 2015 jusqu'à maintenant. Alors, comment t'es venu l'idée d'être créateur? J'étais pas très bien. Peut-être un désir latent, mais à l'époque, ce n'était pas si évident que cela, surtout parce que les startups, ça datait à peu près de cette époque-là. Et l'écosystème que vous connaissez très bien maintenant, il commençait à peine. Moi, on m'a dit, quand j'ai voulu créer mon entreprise, on m'a dit il faut que tu ailles à l'incubateur Télécom Paris. Je ne sais pas ce que c'est qu'un incubateur.
Et je me demandais comment revenir 30 ans après là où j'étais. Je n'en revenais pas. Et puis après avoir réfléchi à ces deux questions, j'ai dit oui. Donc c'était très bien. Et l'incubateur venait de quitter la maison des élèves. Et donc mon voisin venait de la salle de bain, l'autre venait de la chambre. Et le troisième venait du salon. Donc on était vraiment au démarrage. Il y a le fait aussi, j'étais un opérateur américain qui, vous savez, dès le début, il a déposé son bilan. Et aussi le fait, j'y reviendrai, le fait que le cas est quelque chose de très sympa, où il y a beaucoup de gens brillants et avec beaucoup de possibilités. Et je me suis dit que ce serait quand même pas mal de créer une entreprise avec l'aide de tous les gens avec qui j'aurais travaillé. Donc, si j'ai une première remarque à vous faire pour ceux qui veulent devenir créateurs, constituez-vous un réseau, alimentez votre réseau, ayez le meilleur réseau de la Terre. Ça vous aidera à toutes les étapes de votre développement de l'entreprise. Alors, après, il y a l'implantation de 63 temps, il y en a une qui est un peu généraliste, qui montre les découpages pré-amorçage, amorçage, commencer. Donc voilà, alors, globalement, il y a les startups, je ne sais pas si vous le savez, il y a une espèce de découpage théorique. On commence par le pré-amorçage, on essaye d'avoir une idée de problème, une idée de solution, et on regarde le marché. Et pendant 6 à 18 mois, on travaille ce qu'on appelle le pré-amorçage. Après, il y a une deuxième phase de l'amorçage. La deuxième phase d'amorçage, je crois que c'est le but de la conférence, si j'ai bien compris Didier. Donc, on parle de la startup un peu commencée, un peu de chiffre d'affaires, pas beaucoup, et là, il fait appel à des fonds extérieurs. Et là, les BA, éventuellement, des fonds peuvent intervenir dans l'amorçage. Et puis après, on arrive en série A. Alors, j'ai demandé au début, mais quelle est la séquence entre A, B, C, D, F. Elle m'a dit que B était après A, C après B, et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous augmentez le seuil. Alors d'ailleurs, je vous donne tous les niveaux. Le slide suivant, c'est une autre façon de découper les choses. Globalement, le pré-amorçage, les montants de financement sont assez légers. C'est beaucoup de love money avec quelques aides. Ça dure disons 9 à 18 mois. Bien évidemment, souvent, ça dure plus longtemps, on va tirer le bout. Après l'amorçage, c'est des montants un peu plus élevés. On tombe sur les business angels, il faut l'amorçage. Je crois que c'est Didier, si j'ai bien compris, et Raphaël, donc là, on va parler. Et puis après, on continue. Je vous fais la grade des séries A, des séries A, B, C ou D. Mais là, c'est déjà que série C ou D, on n'est pas très loin des licornes. Donc, c'est une séquence pour le faire. C'est plutôt une séquence de compréhension du système. C'est pas force. Quand vous êtes vraiment un entrepreneur, c'est pas très bien où vous êtes, mais bon, globalement, vous repérez cette séquence. Donc, ça, c'est général. Je pense que Sophie, ça te convient comme présentation. On rentre dans le. Alors, aussi un petit couplet sur la création. Alors, nous, on considère que c'est l'équipe qui compte. Une bonne équipe, un mauvais projet, une mauvaise équipe et un bon projet. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le pivot, qui permet à la bonne équipe de retrouver le bon projet. Et à partir de la mauvaise équipe, de toute façon, on ne fera rien sur le projet. Nous, on considère, alors c'est un des critères qui sont particuliers, qu'en finançant un business angel, il faut au moins 2 cofondateurs. Parce que s'il y en a un seul fondateur, il est soit arrogant, soit dépressif, et souvent les deux. Et la difficulté, quand il discute avec un type arrogant et dépressif, ou les deux, en réalité, il ne voulait pas parler. Donc on sait qu'on est business angel, quelqu'un qui n'a rien à vous dire parce qu'il ne peut plus parler ou qui ne veut pas vous parler. Bien évidemment, il faut que ces cofondateurs soient parité, parce que quand il y a des gens qui m'ont dit qu'il avait un cofondateur, il était 90-10. Le type qui avait 10%, il l'a quitté. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en déduis? Après, une fois, je fais 98-1-1. Je lui ai dit, non, ce n'est pas exactement ça qu'on attend. Il faut plutôt faire 50-50. Si moi j'ai un regret, j'ai fait 55-45 avec mon fondateur, je me suis demandé quel était l'hubris qu'il m'avait pris pour mettre 45 à mon associé et pas 50 comme moi. Bon, la parité, c'est une quasi-parité pour le faire. Et il faut, évidemment, c'est quand même votre cofondateur, c'est peut-être celui, lorsque vous irez le voir en disant tout va mal, vous direz mais non, on va y arriver. Et le lendemain, vous irez le voir en disant, et le lendemain, il ira vous voir en disant tout va mal, et vous devrez dire la même chose qu'on va y arriver. Pour les statuts, c'est juste du baratin, donc c'est un peu comme un mariage, il faut non seulement un statut, mais aussi un pacte associé. Et puis, tout ça, c'est des actions, c'est comme un système extrêmement simple. Alors, bien sûr, tout le monde est un peu sur son art de SAS. Honnêtement, moi, j'ai fait une SARL, ça a très bien marché. Le jour où mon acheteur m'a acheté, il m'a dit transforme ta SARL en SAS, puis je transforme SARL en SAS. Tout ça, ce n'est pas clé, mais cela dit, ça peut ne pas être clé, il faut quand même le faire. Et puis, voilà, on revient, l'idée n'a pas de valeur, et l'exécution, si vous avez très bien exécuté. L'exemple qu'on donne toujours, c'est, je ne sais pas pourquoi, ça circule, je n'ai jamais vu réellement, mais quelqu'un me raconte, c'est le type qui fait la machine à litérer les tickets de métro, il n'arrive pas à la faire, mais s'il paye des Indiens pour le faire, et il développe son business, et aussi très bien, en ayant des choses. Donc, c'est une question d'exécution. Donc, tout ça, c'est générique. Vas-y, on continue le slide suivant. Oui, alors,
quand on parle de start-up, on peut se demander, parce que l'entrepreneur, c'est existant. La notion de start-up, c'est une notion de scalabilité. C'est-à-dire globalement, alors que quelqu'un demandait, mais ça veut dire quoi scalabilité? Quelqu'un dit bonne mise à l'échelle. On ne comprend toujours pas. C'est globalement que vous faites de la Dakar, vous n'avez pas besoin de recruter des chauffeurs dans tous les sens, des administratifs dans tous les sens, vous augmentez grâce à une plateforme. Si vous faites une série de conseils, vous prenez un consultant, vous, puis après un deuxième, puis un troisième. Le consultant n'est pas une start-up, c'est un entrepreneur. Il n'y a pas d'ailleurs pas gênant de créer une société consultant, mais c'est difficile après d'avoir des BA et des fonds, parce que la deuxième chose, c'est que dans l'écosystème, on ne va pas revenir sur le sujet des startups, il y a des tas d'écosystèmes, il y a pas de pépites, il y a des incubateurs, il y a des startups du domaine, il y a des excellents crowdfunding. Et puis deuxièmement, vous devez dès ce stade-là avoir des experts. Je crois que j'ai tout dit sur la partie. Oh, bon, on va peut-être aller un peu en aval maintenant. C'est le slide suivant. Ah oui. Donc on arrive en amorçage. En amorçage, j'aurai deux temps. Je dirais des choses un peu génériques et après, je dirais des choses qui correspondent à probablement des facteurs différenciants de ce que dira Anne-Sophie. Alors, l'équipe, exécution, leadership, alors nous, on a une orientation, disons, on pense que l'important, c'est le commercial. Nous, on dit à nos entrepreneurs qu'ils ont une priorité 1 qui s'appelle le client, ils ont une priorité 2 qui est le client d'ailleurs. La priorité 3, c'est également le client. Et si jamais vous me demandez la priorité 4, je vous le dirai à la collation, je vous expliquerai quelle est la priorité 4. Alors, c'est un peu parce que c'est important le client, mais c'est aussi parce que s'il y a un défaut des entrepreneurs en France, moi je dirais le seul, je pense que la France a fait de devenir des entrepreneurs, ils ont des gens d'état de qualité, ils ont des tas de moyens. On reste un peu en retard sur le plan commercial. Quand vous voyez des Anglais, des Hollandais, des Américains, eux, ils savent faire du commerce, ils pensent que le commerce est important, alors qu'en France, on a un peu tendance à dire on va refaire un nouveau produit. Donc vous vendez, et puis si vous vendez, le client arrivera bien à vous dire ce que vous faites. Alors il y a du langage technique, il y a le valuable product, il y a le marché, donc effectivement, si vous avez des trucs scalable, il vaut mieux qu'il y ait un marché important, sinon c'est la scalabilité ne détruit pas vraiment. L'attraction client, il faut que le client s'intéresse. Et puis, alors le business plan, je vais faire un couplet, c'est moi j'ai créé une boîte et au bout de 4 ans, 5 ans, je n'ai pas fait de business plan. Donc, dans mon associé, on n'a pas fait de business plan, comment c'est dit. Il m'a dit, c'est pas compliqué, Alain, on ne t'a pas demandé. Et par contre, le jour où on te le demandera, tu en feras un. D'ailleurs, quand on a vendu la boîte, on a dû en faire un, donc on l'a fait. Donc le business plan, c'est un outil. C'est pas l'alpha et l'oméga de la start-up, mais bon, c'est un outil. Si vous le faites, on vous le demande, c'est parfait. De toute façon, si vous ne le faites pas, on vous le demandera un jour. Et puis la levée des fonds, alors là, on commence à aborder des sujets. Donc, c'est pas évident parce que c'est chronophage. Plus vous levez des fonds, moins vous vendez. Après, vous passez du temps. Si vous passez par l'intermédiaire, ça n'arrive pas. Et souvent, donc, il faut avoir un investeur lead ou un leader. Et puis, on n'a rien contre que les gens qui lèvent des fonds soient accompagnés parce que ce n'est pas quelque chose de si facile que ça. Bon, là, on rencontre un peu, là, je dirais un tout petit mot sur un découpage. Alors normalement, Anne-Sophie va dire un peu le contraire, mais normalement, en amorçage, on est plutôt dans le domaine des business angels, tout simplement parce que, disons qu'une opération de levée en capital qui fait 230 000 €, si vous payez tous les gens qui doivent instruire le dossier, ça va coûter à peu près 100 000 € environ. Quand vous faites en série A à 1 million, 2 millions, ou surtout 3 ou 5 millions, ce n'est pas gênant de payer tous les consultants de la Terre pour faire une opération de 3 millions en payant 5 millions. Quand vous faites 200 000 € que ça vous a coûté 100 000 €, ce n'est pas génial. Donc, c'est assez difficile pour les fonds d'amorçage, sauf dans des spécificités particulières de rentrer. Donc, classiquement, c'est plutôt les business angels qui, eux, nous, par exemple, notre structure, on fait payer un petit peu en interne, il y a un peu de frais d'un peu d'adhérence, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, globalement, il y a les clubs classiques, par exemple, les Angels, Badge, Family Angels, où les gens interviennent de façon, comment dire, individuelle. Et donc, vous n'avez pas d'affection associative collective. C'est-à-dire chacun investit, chacun levé la main, et après, les gens disparaissent. Donc, vous avez l'argent, mais vous n'avez pas forcément d'argent. Après, il y a des nouveaux, alors on pense qu'ils sont dedans. Nous, notre idée, j'y reviendrai après, c'est qu'on a de l'accompagnement commercial. On fait de l'accompagnement et de l'accompagnement commercial sur la durée. Et on pense que c'est un système où effectivement, ça peut intéresser des entrepreneurs qui ont quand même besoin de conseils, alors que les autres fonds, souvent dans le premier niveau, il y a un mentor, et on pense que le mentor qui vous aide pendant 2 ou 3 ans, finalement, un phénomène d'épuisement du mentor, c'est que la relation un peu se complexifie et rend les choses. Alors que nous, on fera un accompagnement, j'y reviendrai, un accompagnement. Alors après, il y a l'accélérateur, et puis comme il faut d'abord ça, tout l'accélérateur. Et puis, bien évidemment, vous avez tout un complément, et souvent d'ailleurs, quand vous voyez les levées de non-equity, vous avez payé normalement à moitié, et puis après, il y a d'autres prêts
Il y a des réseaux comme RAISE, où il faut le réseau d'entreprendre qui interviennent soit en amorçage, soit en pré-amorçage, en amorçage. Ok. Bon, là, peut-être que Sophie y reviendra, il faut que vous ayez un pacte d'associés. Quand j'ai voulu me marier, j'étais voir le notaire, et le notaire a dit: est-ce que vous avez pensé au divorce? Pas encore, on n'est pas encore marié. Il a dit: mais il faut y penser tout de suite. Est-ce que vous pouvez me garantir que l'un ou l'autre, avec la femme, vous ne construirez pas d'entreprise dans les 50 ans qui viennent, dans les 80 ans qui viennent? Alors on a dit: bah non. Et du coup, on a eu un contrat de mariage. Séparation de biens comme ça, signe un crève, tout ça. Le pacte d'associés, c'est un peu ça. Ça règle de façon un peu juridique les rapports, les clauses, c'est des clauses souvent de sortie conjointe, avec des dragolong ou dragolong, mais tout le monde sort en même temps. Et puis il y a des clauses au titre de bad liver, de good liver, si l'un des deux associés rompt. Mais il faut quand même savoir que si on commence à utiliser le pacte d'associés pour régir les relations, c'est un peu comme pour un mariage avec votre femme, c'est un peu compliqué. Et puis derrière, il y a quand même un COSTRAT. Il y a le COSTRAT qui est important, donc c'est un comité stratégique qui permet de gérer. Globalement, c'est une structure qui donne un peu un conseil d'administration. Vous donnez beaucoup d'informations, ça vous donne des retours, et éventuellement il y a des décisions, mais en général, on débrouille surtout au niveau de l'amorçage que les entrepreneurs, et toujours la majorité, et prennent la décision in fine. Même, par contre, ça n'empêche pas que le COSTRAT, les gens votent contre. Si par exemple il y a 3 fondateurs et 3 personnes dans le COSTRAT, on donne une voix majorité à un fondateur et donc il prend toujours la décision in fine. Ce qui n'empêche que cette discussion pose des problèmes, crée un peu de dynamique et un peu de crainte, mais on laisse au niveau de l'amorçage, Sophie donnera peut-être la responsabilité entrepreneur. Ok. Alors, je vous donne quelques petits trucs pour l'important phénomène derrière 42. Si vous avez quelqu'un qui attire les gens des étoiles, ça va attirer les autres. Le phénomène mouton de panier, vous dites que vous avez levé 350 000 euros et qui voulait faire 360 000 euros, c'est rare que quelqu'un ne veut pas 10 000 euros, on sait bien. Par contre, il faut mentir à tout le monde à toute vitesse et faire le tour de tous les gens en leur disant, surtout qu'ils n'aient pas le temps de communiquer entre eux. Et si vous arrivez à le faire, on considérera que vous êtes un très bon commercial et on investira quand même. Donc, vous dites à tout le monde que tout le monde a investi, faites-le à toute vitesse, soyez malin. Et nous, on l'a fait, notre premier investisseur dans Simplez-vous, on a fait comme ça, le type a menti tout le temps, mais comme il était très brillant pour mentir, finalement, on s'est dit, s'il arrive à vendre sa salade ignoble à nous, probablement il arrivera à le faire auprès de nous. Bon, après, nous, on attache beaucoup d'importance au rapport avec les entrepreneurs, à la fois en image, en relation entre eux, en philosophie. Le pitch ou le deck ou la présentation ou même le produit, c'est quand même quelque chose qui sert juste de support pour vous de relation. Alors, je parle de ceux des investisseurs, de relation avec vous. Et donc, les gens, pardon, s'il y a vraiment un truc, la clé, ne contredisez jamais votre associé quand vous faites un pitch. Vous pouvez les effondrer, essayer de disparaître sur la table, mais ne disent pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit comme ça, il était fait une présentation avec son associé, l'associé l'a contredit, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu arrêtes tout de suite, tu le vires. Il n'est pas question que tu continues. Ce n'est pas possible qu'il y ait l'associé qui vous contredise en public. Ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Alors, vous pouvez avoir l'air effondré éventuellement, mais ne dites rien. Voilà. Alors, attention, client investisseur, c'est un sac de nœuds invraisemblable. Voilà, je vais parler maintenant d'accélération. Alors, en réalité, tous ces idées d'accélération, il y a bien quand même des XMP entrepreneurs. C'est-à-dire que quand j'ai voulu créer ma boîte, j'étais voir XMP entrepreneur, mais c'était bien longtemps avant vous. Et qui nous a reçu, je ne donnerai pas son nom, a dit, il a tenu à me dire que mon projet était nul. C'est important que je le comprenne. Et surtout que tous les autres autour de la salle le comprennent. Pour moi, tout est clair. Je me suis dit, c'est bizarre comme méthode d'accompagnement. Et du coup, j'ai demandé au suivant comment c'est passé. Il m'a dit, écoute, Alain, cet entrepreneur a dit que mon projet était nul. C'est important que tout le monde le comprenne et que, d'ailleurs, tout le monde l'a compris. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on t'en déduit? Il m'a dit, j'en déduis que je n'irai plus jamais les revoir. Lui, ça, c'est pas idiot. Donc, globalement, l'accompagnement, c'est quand même de la bienveillance, d'abord. Même si vous pensez que le projet de l'autre n'est pas bien, vous êtes. Bon, c'est une histoire drôle quand même, ça. Je ne m'en veux pas de raconter. En plus, c'est des véridiques. Je voudrais le nom en aparté après. Ça a bien changé. On peut tout dire, c'est comme la prescription, c'est il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, on n'arrive plus à. Non, d'autant plus qu'on a mis en place aussi un service pour aider ceux qui doivent abandonner leur projet. Et ils peuvent être nombreux, malheureusement, mais heureusement aussi, parce que
On en tire toujours énormément de choses positives. C'est ce qu'on appelle un travail de post-mortem. Mais c'est difficile à faire, très difficile à faire tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on offre ce service aussi à nos adhérents. Alors, nous, on tourne autour d'une cinquantaine d'accueillants. On tourne autour d'une cinquantaine d'accompagnateurs, plutôt parce que pour éviter les problèmes de rigidité de la relation, on les fait tourner en essayant d'être intelligents. En plus, il y a des accompagnateurs qui sont plutôt bons au démarrage et plutôt bien. On demande 3 qualités. Une qualité obligatoire, c'est la bienveillance. La deuxième qualité, c'est le talent. Le talent, c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire. Il y a des gens qui disent les bonnes choses au bon moment. Et la troisième chose, qui est l'utilité. Les 2 qualités, talent et utilité, ne sont pas obligatoires. Il faut au moins une des 2, mais si on a la bienveillance, un peu de talent, c'est génial. La bienveillance de l'utilité, c'est bien. Si on a les 3, c'est vraiment bien. Et tout ça, c'est les thèmes d'accélération. Alors, il y a les thèmes techniques, le rythme des gens, la méthodologie. Alors, bien évidemment, l'opportunité commerciale à l'apport d'affaires, c'est là où on compte sur les accompagnateurs d'apporter des affaires avec des gens. Souvent, c'est des grands groupes. Il y a aussi l'idée que nous, on doit former les accompagnateurs pour comprendre les startups. Ils doivent former aussi pour comprendre ce que veulent faire les grands groupes. On est persuadé que les grands groupes vont s'appuyer sur les startups pour l'innovation, que c'est un mouvement irréversible, mais à un moment donné, il y a quand même des monopoles moyenâgeux, ils ne sont pas tout à fait prêts à l'innovation. Alors, je raconte toujours l'histoire que une startup qui est dans le télétravail était par Veolia, et le DRH de Veolia a dit en 2019 que lui, de son vivant, il n'y aurait jamais de télétravail chez Veolia. Personne ne sait s'il était viré ou s'il y a eu le Covid, ou s'il est disparu. Veolia va faire du travail. Ça, c'est un premier sujet. Alors, il y a un deuxième sujet, tu passes après, je ne peux pas rentrer les détails. Alors, maintenant, on pense, une fois qu'on a la taille, on a un deuxième sujet entre l'apport d'affaires et les grands groupes, c'est l'écosystème des startups. C'est-à-dire que globalement, une fois que vos startups auront grandi, une fois que vous aurez grandi, on peut essayer d'avoir une organisation où vous faites aider par les autres startups. Ce n'est pas toujours facile à faire de soi, en tant que créateur. Du coup, l'idée, c'est de l'organiser. Le dernier slide, c'est juste... Nous, on a un certain nombre de startups. Alors, par exemple, c'est évident qu'entre John Maker qui fait du coaching digital, Manners qui fait une plateforme d'entrepreneurs qui place les gens chez les gens, ou Eland qui fait des mappings de compétences, il y a forcément des gens qui sont intéressés par toute cette flexibilité de cette flexibilisation du monde du travail. Pour prendre un exemple, Starflebo, ils recrutent à tour de bras, et on leur dit, mais plutôt de leur côté CDI, vous pouvez prendre une partie d'auto-entrepreneurs. Donc, on essaye aussi de travailler sur l'écosystème startup. Donc, l'éducation, elle concerne les accompagnateurs vis-à-vis des startups, et concerne les startups pour qu'ils puissent se faire aider, et nous, on essaye de trouver les bonnes choses. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu, je crois, pour ça que Raphaël a fait appel à moi, c'est l'idée que là, on est, ça s'appelle du smart angel, c'est-à-dire qu'on aide au maximum, dans la mesure où on sait le faire, les startups. Voilà. Merci. J'attends les questions. Est-ce que tu as des questions Moi, j'ai une question, c'est que j'ai besoin de reformuler les 3 choses qui sont demandées à l'accompagnateur. J'ai noté la bienveillance, j'ai noté en 3e l'utilité. L'utilité, c'est globalement, il peut être expert du secteur, il peut aider. Et de le talent, c'est-à-dire le fait de sentir les choses, de dire les bonnes choses au bon moment. Et disons, à la limite, je préfère avoir des accompagnateurs qui ont du talent sans beaucoup d'utilité, parce qu'ils feront de toute façon, ils arriveront à mettre en mouvement l'entrepreneur, alors que l'expert trop rigide, mais s'il est bienveillant, ça va à peu près. L'expert peut être aussi utile. Donc, bienveillance obligatoire et talent utile. Tout le monde n'a pas toutes les qualités, ça serait, sinon, c'est un peu comme l'entrepreneur. Si l'entrepreneur était à la fois bon manager, bon commercial, bon produit, savait vendre, machin, ça se sent également. Chacun a ses faiblesses, et justement, tout l'art, c'est la combinaison des gens vous aide à couvrir. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. Moi, j'ai une petite question. Je vois que le ticket moyen, c'est plutôt autour de 200 000 €. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir sous la forme de BSAR avec le Business Angel? Alors, bah oui, parce qu'on l'a fait depuis. Alors, au début, Il faut peut-être expliquer pour l'auditoire ce que c'est que des BSAR. Oui. Alors, donc globalement, vous avez les actions. Les BSR, c'est des bons de souscription d'actions. Je sais pas ce que vous dire. Accord d'investissement rapide. Pardon? Accord d'investissement rapide. Oui, parfait. Donc, globalement, quand vous achetez des BSR, vous n'avez pas d'action. Vous avez le droit d'acheter d'actions. Ce droit, il est souvent conditionné, il est souvent lié à la prochaine organisation capitale. Donc, c'est la prochaine organisation capitale. Vous avez, supposons que globalement, le précédent investissement soit dû à 2,4 millions, des chiffres qui sont à peu près immédiats. Le type dit j'envisage de faire un projet d'investissement à 5 millions.
il aura droit à la souscription, c'est souvent 25% le taux de Sticom, il aura droit à des actions à 4 millions, donc il gagnera 25 millions. Après, il y a deux clauses, il y a un cap et un floor. Supposons qu'il fasse un investissement à 50 millions, un miracle, je ne sais pas quoi, il est devenu une licorne. Souvent, il y a un cap. Le cap veut dire qu'on majore. Et par exemple, là, il pourrait être à 8 millions. S'il fait à 50 millions, vos BSR sont convertis. Alors, tout ça, c'est des valeurs prémonnaies. Tout le monde est. Je ne vais peut-être pas préciser. Tout ça, c'est des valeurs prémonnaies. La société sera valorisée à 8 millions. Pardon ? Avant l'augmentation de capital. Donc, on fait la valorisation de la boîte, mais pour simplifier, on parle de vélo prémonnaie pour le BSR, comme c'est pas des actions. Et puis après, il y a un floor, c'est-à-dire globalement, supposons que ça se passe mal et qu'il n'arrive pas à lever des fonds, ou il lève très bas, on sera, alors dans le cas de la startup, on sera à 1,7 million. Par exemple, si l'augmentation de capital se fait à 1,5 million, vous rentrez à 1,7 million, plus cher que l'augmentation de capital. Et après, il y a une clause de temps, c'est-à-dire que si l'augmentation de capital n'a pas eu lieu dans les 18 mois, vous rentrez au niveau du floor. Vous allez tromper, Raphaël ? Oui, alors peut-être qu'il est encore un peu trop technique pour ceux qui. Ah oui, pardon, dire au moins l'essentiel. Enfin, le BSR, ça permet d'avoir en fait un investissement avant l'investissement. Quelqu'un va investir du cash via un BSR, en fait, il va pouvoir le faire en prévision d'une future levée. Voilà, c'est un outil qui permet du coup d'aller vite. Et tout l'intérêt, c'est que justement, il n'y a pas besoin, quand on fait ça, d'avoir forcément un pacte d'associés complètement finalisé et signé. C'est ça qui prend au niveau juridique. À toute opération juridique, une levée est assez lourde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire monter des gens, surtout si la startup a besoin de cash tout de suite. Et surtout si elle a déposé le bilan, ça peut être compliqué. Donc, on peut faire un investissement en disant, bah voilà, je peux avoir quelques avantages qu'a décrit Alain par rapport à ceux qui vont arriver plus tard, mais j'investis tout de suite. Voilà, j'investis tout de suite et je verrai plus tard le pacte d'associés. Il y a deux cas de figure de celui qu'a décrit Raphaël, c'est pour aller plus vite. Et puis, il y a un deuxième cas de figure. La startup est vraiment très tôt. On ne sait pas si elle va exploser ou si elle va mourir. Et là, il y a un conflit avec les gens qui ont déjà investi. Ceux qui ont déjà investi disent, mais moi, je ne veux pas, je veux que disons, par exemple, je prends l'exemple de 2004, on a eu le conflit, on était deux investisseurs, il y en a qui disent, moi, je veux 4 millions minimum. Et dit, attends, 4 millions, tu n'auras aucun investisseur. Et la startup dit, moi, je voudrais 1,7 million. Et comme ça, et ce conflit-là, le BSR est un moyen élégant de le résoudre. C'est-à-dire que globalement, au lieu de dire quelle est la valorisation, on spécule sur un discount sur la valorisation suivante et l'autre actionnaire qui était très très chaud pour ne jamais céder à aucune valorisation, il a accepté le BSR. Donc c'est les deux cas de figure. Alors c'est très répandu aux États-Unis, en France. Alors, le problème que nous on a, c'est que bien sûr déjà ils ne comprennent rien, du coup l'action est compliquée. En plus il y a beaucoup de risques. Si on rajoute les BSR, on peut le perdre en plus. Donc on fait les BSR quand c'est vraiment utile. Pour les jeunes entreprises, ça se développe bien quand même. Oui, ça se développe bien. Voilà, un des avantages, c'est qu'on émet ces BSR donc pour une souscription à venir, lors d'une future augmentation de capital, avec un prix qui est déjà encadré par le cap et le floor dont tu as parlé, mais surtout, à la souscription, il peut y avoir une décote. C'est-à-dire, si vous souscrivez tout de suite au BSR, vous avez 25% de réduction par rapport à l'augmentation de capital. Dans un mois, ça va passer à 10, etc. Donc, ça permet de pouvoir créer des dynamiques aussi de souscription et de faire rentrer de l'argent, puisque l'argent rentre à ce moment-là directement dans la caisse de la société. Mais le principal inconvénient, c'est que le titulaire de BSR n'est rien, il n'est pas actionnaire. Ah, absolument. Et ce n'est même pas une dette qu'il a vis-à-vis de la société. Ce n'est pas l'obligation convertible. Non. Donc, il peut y avoir un souci si la société capote et est liquidée, on perd tout. En fait, dans les deux cas qu'a décrit Alain Rousselin, il y a le cas de BSR utilisé en amorçage, et là, ça permet d'aller vite, mais il y a peu de garanties pour l'investisseur. Et il y a le deuxième cas, où donc, il y a eu l'amorçage. La société est en train de se développer, mais on ne sait pas si ça va aller vite ou pas vite. Elle peut émettre des BSR en attendant la série A. Et donc, c'est un pari que l'on prend, disant, bon, on n'est pas sûr de la valo, parce que si ça se développe, ça explose, il y aura une bonne valo. Mais, et donc, c'est le cas le plus fréquent où il y a un intérêt parce que l'investisseur est déjà rentré en amorçage et peut rajouter un BSR en spéculant sur la valorisation. Si je peux me permettre, pour les fonds, enfin, en tout cas chez Evader, on fait beaucoup de BSR au premier tour d'investissement, parce qu'effectivement, comme disait Raphaël, ça permet de ne pas fixer de valorisation. C'est la façon de faire
un apport en cash rapide à la start-up. C'est des titres d'accès futur au capital sur la base de la valorisation future avec une valeur décotée et l'apport. Quand il faut bridger avant une prochaine levée de fonds, on n'en fait jamais et on fait une obligation convertible. D'accord. Effectivement, pour être quelque part créancier. Il y a un paramètre un peu psychologique, c'est que nous, alors, je vais parler des accompagnateurs qui étaient bienveillants, normalement les investisseurs sont également bienveillants parce que de toute façon on leur demande d'accompagner. Alors nous, le principe, oui, je n'ai pas précisé, il y a deux façons de fonctionner techniques quand vous êtes en club de BA. Il y a une façon qui s'appelle le club deal. Non, il y a une façon de créer un fonds. Et là, on a créé un fonds. Vous regardez, il y a 2018, on a amené 33 investisseurs qui ont amené 3 millions et lui fait des investissements. Ça, c'est la première version. Il y a une deuxième version qui est différente. C'est ce qu'on appelle le club deal. C'est regrouper la même dizaine d'investisseurs sur une entreprise avec un outil qui s'appelle le STV, le Single Purpose Vehicle, c'est-à-dire coquille société ad hoc. Et donc, les 10 sont dans le même investissement. Et nous, on peut fonctionner en club de BA où les gens rentrent directement. Dans le club de BA, il y a quand même une forte incitation à ce que les BA aident vraiment l'entreprise. On leur dit globalement, si vous voulez retrouver votre argent, et là on élimine tous les pas bienveillants, c'est des filtrés, on met que des gens entre talentueux et là, ils peuvent dire, mais moi j'accepte les BSR parce que je veux aider au maximum l'entreprise et je fais profiter à l'entreprise de la souplesse des BCR. Et moi, une partie du risque, et ce risque, il est solidaire de l'ensemble du projet. On va le faire. Donc, on a une vision un peu différente d'Anne-Sophie. D'ailleurs, on a eu une entreprise Isaït où il y avait 3 fonds qui. Un Sodexo, un Colam, un Impact, je sais pas quoi. Et moi, j'étais le seul à défendre l'idée des BCR. Avec l'aide des entrepreneurs, je suis pas dit d'investeur, j'ai beaucoup moins d'argent que les autres, je suis baladé et on a fait de l'obligation pour ça mon action. Mais au moins, la start-up m'a félicité d'avoir été battue vaillamment. Moi, j'ai pas mal de questions qui ont été posées par nos amis qui sont connectés à distance, donc je vais te les proposer au fil de l'eau. La première, c'est on dit que lorsqu'une société accueille des business angels à son capital, en gros, c'est mort pour accueillir des fonds plus tard. Je la repose de façon très Sophie répondre à la question. C'est un showstopper pour attirer la. Voilà, donc Anne-Sophie, prépare-toi à. Oui. Ou alors, si tu veux la traiter maintenant. Je vais répondre à Sophie. Non, on a une grande habitude de travailler avec des entreprises qui ont déjà des business angels, elles soit en même temps, soit après. Donc, tu t'inscris en faux par rapport à. Nous, on considère que c'est bien quand. Alors, le contrôle de c'est plutôt bien que la start-up ait des business angels. Moi, je considère que. Alors, parce que j'en ai eu moi-même. Je considère jusqu'à 20, c'est très bien. Là, j'ai vu l'entreprise qui a dépouillé son bilan, il y avait 70, voilà. C'est un peu galère. Il y a deux sujets sur lesquels il faut être d'accord. 20, ça va. Nous, 20, ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, je dis ça va. Parce que, oui, le 20, c'est la limite. 70, ça va pas, d'accord. Voilà. Et il y a quand même un autre sujet, c'est celui de la valo. Donc, ça, c'est quand même un sujet. Il faut qu'il y ait eu dans les valos successives des fonds de la boîte des niveaux que nous, les fonds, on arrive à percevoir comme étant raisonnables. Et peut-être que parfois, dans les business angels, il y a eu des valeurs un peu plus élevées que ce que les fonds étaient capables de considérer. Alors, ça donne très important, on appelle ça l'equity story. On dit vraiment à nos entrepreneurs, là, je suis en train de voir une start-up qui est vraiment très bien. Les deux entrepreneurs sont brillantissimes, vraiment, il y a de quoi d'être. Ils veulent 8 millions. Et nous, on n'investira jamais chez 8 millions parce que les histories, ils ont 100 000 € de chiffre d'affaires. Il n'est pas question. Donc, on attend patiemment qu'ils descendent à 3 millions et encore, on va faire une douceur. Et nous, en tout cas, on n'incite pas. S'ils trouvent déjà l'argent 8 millions, on leur dit faut une connerie, mais on ne fera pas. Le historique, c'est aussi. On est aussi concerné que ça, parce que vous, parce qu'il faut qu'ils sortent. La question suivante, on te trouve un petit peu réducteur sur le thème « Il faut absolument 2 cofondateurs ». Et la question, c'est est-ce qu'avec un fondateur et de bons recrutements derrière, est-ce que ça ne fait pas le job? Alors, moi, on a beau être des formations scientifiques, on a des intuitions, et là, je suis absolument convaincu de ça, et j'investirai jamais avec un seul fondateur. Alors, il y a aussi une raison, il y a aussi une raison de difficulté. Alors, ceux qui ont vu le film de Mark Zuckerberg ont bien vu qu'il est bien réussi, mais que ce n'est pas si agréable que ça d'être cofondateur de lui. Et donc, n'aurait pas investi dans Facebook. Il y a aussi qu'en tant que BA, on n'a pas envie de discuter avec un type pénible.
Et on n'a pas dit qu'il ne réussirait pas. Moi, si mon voisin m'a dit j'ai acheté un billet de loto, j'ai gagné 100 millions, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je n'achète pas de billet de loto. Non, c'est le sien. Je n'ai pas dit qu'on était contre. J'étais contre le fait qu'étant BA, on impose au BA d'aller en entreprise avec un seul fondateur. Parce que, alors après, je ne dis pas les risques aussi, il peut partir en ostréiculture en Nouvelle-Calédonie. Globalement, le fait d'avoir un associé oblige à la transaction quelque part. Et ça bloque pas mal le truc. Sinon, il y en a qui sont capables. Non, puis bon, moi, je reviens l'histoire, je ne donnerai pas le nom là où le type, c'est vraiment le leveur de fonds excellent. Vraiment, je n'ai jamais vu un leveur de fonds très bien. Il lève des fonds vraiment avec des grands noms de la place. Il y avait 3,42 machin. Et on me dit, Alain, pourquoi il faut que tu investisses chez lui? Alors, j'en parle à ma femme. Ma femme, je dis, mais comment je fais pour pas investir chez lui? Alors, on va filer ta stratégie. Et puis, il dit, mais moi, je viens tous les investisseurs de la Terre, sauf Alain Roussin. Ça, c'est parfait. Et alors là, et alors, c'est incroyable. Il était au restaurant, je veux dire à Neuilly, à côté d'un de mes copains, et il a dit que les BA, c'était vraiment des connards, qu'il les planterait, et que son rôle était de le planter tout fort dans le restaurant, devant mon copain. Et il vient de déposer le bilan. Bon, j'espère que vous êtes convaincu de ne pas investir dans les gens. Tu en penses quoi, Sophie, toi, sur ce sujet? Alors, oui, nous aussi, on n'aime pas les solo founders, j'avoue. On a toujours des binômes. Et quand on fait des sociétés très tôt, parfois on peut aider à faire les rencontres de ces co-founders. Il y a des structures qui aident à trouver des gens compétents, non? Find your co-founder. Bravo! C'est l'occasion de... Didier, tu l'as mis sur un plateau. Non, mais effectivement, Find Your Co-Founder, c'est quelque chose que j'anime avec David Marquez, mon associé. On l'a fait à deux. Voilà, c'était pour la transition. Où on aide, on fait des événements pour faire rencontrer justement des associés, ceux qui sont seuls, pour trouver leur binôme. À Agoranov, parce que du coup, je travaille pour l'incubateur Agoranov, il y a très peu de critères si on regarde sur les 20 ans de société, savoir pourquoi elles ont réussi, pourquoi elles ont raté. Il n'y en a qu'un seul vraiment qui ressort, c'est effectivement celui-ci. C'est-à-dire que, évidemment, on trouvera des contre-exemples, parce qu'en création de start-up, il n'y a que des contre-exemples, mais entre les chances de réussite à deux et les chances de réussite seule, c'est vraiment différent, et là, il n'y a honnêtement pas de débat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter les choses si on est seul, mais en tout cas, oui, les actions seraient de trouver un... Voilà, la seule critique intelligente que j'ai trouvée à ce schéma-là, si je parle à un type en disant il faut absolument que tu aies un partenaire. Mais Alain, tu as bien vu que quand les gens se marient, il y a beaucoup de divorces. Je dis, bah oui, ça, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a deux associés qui ne vont pas divorcer. Ça, malheureusement, c'est garanti. Mais il faut prendre le risque de mariage. Et après, il y a derrière. C'est sûr qu'une fois que vos deux associés divorcent, ça, on est mal. Mais ils peuvent aussi rester ensemble. Moi, je dirais sur une vingtaine de startups, on a peut-être le taux de déchets de ce point de vue-là, c'est 15%. Ce n'est pas la majorité. Le taux de divorce est beaucoup plus élevé chez les humains que chez les La question suivante est d'avoir ton opinion sur les leveurs de fonds. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'une startup soit accompagnée par un leveur de fonds? Je n'ai pas d'avis. Moi, je suis partagé. Je pense que les leveurs de fonds. Alors, d'abord, on a investi une startup qui s'appelle Eldorado, qui fait la mise en relation entre startup et investisseurs. Donc, ça, c'est un peu le. Comment dire, c'est globalement entre le leveur de fonds qui vous paye assez cher, les 10 000 € de feed qui vont vous amener des gens pour ne pas le faire, et rien. Il peut y avoir Eldorado qui est une structure intermédiaire où globalement, ils cèdent du digital pour faire une levée de fonds avec des gens plus juniors. C'est la première remarque. Moi, quand j'ai vu ma boîte, je n'avais pas de leveur de fonds, mais j'avais un négociateur. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent sur le LIS. C'est le dernier acheteur au monde que vous envisagez, et si vous n'êtes pas le meilleur négociateur des acteurs, vous êtes mort. Donc, dans le leveur de fonds, il y a la partie négociation. Moi, je trouve que les leveurs de fonds, c'est des artisans. Je n'ai pas d'avis. Il y en a qui l'utilisent. Après, comme c'est chronophage. Alors, bizarrement, c'est parce que lever les fonds, c'est chronophage. C'est parce qu'on prend un leveur de fonds que ce n'est pas chronophage. Je n'ai pas d'avis. Et puis, les startups, vous devez faire des erreurs. Donc, celle-là, faites-la. Pas le temps. Parce que, alors, faites-la, mais parce que vous ne payez pas grand-chose en réalité. Globalement, vous payez un fee, disons, entre 5 et 10 000 € pour faire les transparents, les slides. Mais c'est pas exemplaire. Et tout le reste est payé en pourcentage de levée de fonds. Donc, si votre leveur de fonds n'arrive pas à lever de fonds, finalement, vous n'avez pas perdu beaucoup. C'est pas ça, la Sophie.
Oui, alors on voit tous les formats selon la maturité de la boîte. En fait. Ce que tu dis, on le voit beaucoup sur les jeunes sociétés. Sur les sociétés un peu plus avancées, des fois, ils prennent un retainer. Ah oui, mais globalement, moi, j'ai pas d'avis parce que c'est un peu aussi votre tempérament, parce que quand vous ne savez pas tout faire, parce que vous êtes bon, que vous saurez lever des fonds, il faut aussi. Mais je trouve que même prendre un conseil qui n'est pas parfait n'est pas une erreur fondamentale. On me demande de projeter la dernière page sur laquelle tu aurais mis tes coordonnées, Alain. Et je propose, comme je me rends compte que toutes les questions font le miroir entre Alain et Sophie, peut-être que c'est le moment pour passer la parole à Anne-Sophie pour qu'elle témoigne. Et puis, on reprendra le fil des questions qui suivra et forcément, on vous sollicitera à ce moment-là tous les deux. Donc, on me demande simplement, est-ce que tu peux projeter la dernière page de la présentation d'Alain pour avoir ses coordonnées? Bon, je retrouve le bon truc. Et voilà. Ah oui, je peux préciser. Là, on a les coordonnées d'Alain, voilà, c'est parfait. Je veux juste préciser que là, j'ai mis les deux personnes du fond qui font le sourcing, qui sont en contact avec les startups avant. Donc, on est d'autres dans le fond, c'est le Pelou, mais c'est les deux personnes avec les deux qui regardent les startups. Voilà, ok. Donc maintenant, on passe la parole à Anne-Sophie. Alors, souviens-toi que tu as la moitié des internautes, des participants qui sont derrière toi dans la petite caméra, qui te voient. Donc, si tu peux t'avancer. Oui. Comme ça, tu t'adresses. Non, t'avancer carrément un peu au milieu, voilà, comme ça. Et puis, de temps en temps, tu te tournes vers la petite caméra, comme ça, ils savent qui tu es et que c'est toi qui interviens. Tu as l'autre moitié dans la salle. Super. Pour voir les slides, du coup. Et donc, Didier va s'occuper de faire apparaître ce slide. Et Sophie ne verra pas. Tu dis? Oui, c'est la bonne place. Voilà, sauf que là, on ne te voit pas. Là, la caméra, c'est Voilà, là, on te voit. À l'extérieur, il te voit et à l'intérieur, il te voit. Et voilà, c'est ton tour. Je me présente peut-être pour commencer. Bien sûr, bien Moi, sûr. Sophie Thérèse, je suis partenaire chez Elaya. Donc, ça fait 15 ans que je fais ce métier d'investir dans des startups plutôt innovantes. À la base, je suis ingénieure de l'armement. J'ai commencé ingénieur d'essai sur le M88, qui est le moteur de l'avion Rafale. J'ai vraiment démarré mon job d'ingénieur sur un site industriel. On fait des essais de certification industrielle du moteur pour produire à l'identique en usine. Une grosse activité de management, de développement de produits complexes. Et j'étais tombée dans l'investissement par la magie des stages de fin d'études. J'avais fait un stage dans une banque anglo-saxonne et j'avais aimé le job, cet enchaînement de. Il y a une intuition initiale, c'est assez intuitif en fait. Après, il y a une analyse hyper systématique pour se dire est-ce que je vais confirmer ou pas mon intuition initiale, et si je la confirme, à quel prix. Et la troisième étape, c'est totalement humain. Pour entrer dans la discussion avec la société cible, il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur des deal terms, faire un pacte d'actionnaires, et ensuite il faut vivre ensemble pendant 5 ans dans les conseils d'administration de la boîte, et puis être encore d'accord au moment des refinancements et de l'exit de la société. Et voilà, j'ai trouvé cet enchaînement absolument génial. En plus, les boîtes, c'est jamais pareil. En tout cas, les boîtes innovantes, on voit le monde changer. Donc, c'est un job passionnant. Et je m'étais dit, voilà, je vais commencer en faisant des avions, puisque c'était ma passion de gamine, mais je reviendrai à l'investissement. Et donc ensuite, j'ai passé une dizaine d'années chez BPI France, où j'ai monté 4 fonds successifs. D'abord, dans l'infrastructure énergie renouvelable. On a investi dans des centrales solaires, des éoliennes, des centrales de biomasse, c'était très clean tech. Après, j'ai monté un fonds de LBO, ça c'était le moment de la crise financière de 2008. On faisait des obligations convertibles, enfin des produits de mezzanine pour essayer de récupérer les LBO qui étaient en difficulté. Et la tech me manquait, c'était très cash flow récurrent, EBITDA positif. Et donc, ensuite, j'ai remonté un fonds de capital risque, à nouveau dans les clean tech, mais cette fois vraiment sur les technologies sous-jacentes, plus sur le projet avec des cash flow récurrents. Et ensuite, un fonds d'amorçage dans les smart cities. J'avais largement fait mon temps pour la sphère publique. Je connaissais les fondateurs d'Elaya, les copains de prépa. Elaya, c'est en gros des amoureux de la tech. Les fondateurs sont un X, un Normalien, donc voilà, je les connaissais des soirées de tâches. Et on avait toujours pris le café, c'est pour ça que je disais Alain sur le réseau. On avait toujours pris le café régulièrement avec Xavier Lazarus, le fondateur d'Elaya. Et un jour, il me dit, écoute, c'est le moment de scale up la société de gestion. On vient de gagner un mandat pour un fonds de seed, c'est exactement ton profil. Il faut que tu rejoignes. Il y a tout à faire. Aller chercher les fonds, écrire la stratégie du fonds, monter l'équipe. Et donc ça, c'est en 2017. Et voilà, donc 5 ans après, finalement, sur l'activité seed, on a 4 fonds. On a investi 34 sociétés et on en a déjà quelques-unes qui ont fait des très jolis refinancements.
Donc, il est encore trop tôt pour dire les perfs, mais ça se présente très bien. Et on continue d'avoir voilà, des X et des scientifiques dans les équipes parce que vous allez voir que les startups sont très technologiques. Donc voilà, le message chez Elia, c'est que nous on investit dans la. Je vais peut-être revenir sur le titre parce que c'est quand même assez différencié. Très deep tech. Donc ça veut dire des sociétés avec un contenu technologique très fort, donc soit issus de recherche en labo, soit créés par des gens qui ont vraiment inventé un breakthrough technologique. Et nous, on rentre très tôt, donc seed, petite série A ou pré-seed, mais donc on va même jusqu'à faire de la création de boîtes. Alors, on a des mantras chez Elia, donc on est là pour faire du rendement financier, hein, puisqu'on est gérant de fonds, mais on le fait avec des valeurs. Donc, on va investir des boîtes B2B toujours, tech intensive, mais on est très proche de nos entrepreneurs et on en a recruté plusieurs après des parcours dans plusieurs de leurs boîtes. Et donc, on joue le rôle de sparring partner et évidemment, on s'est engagé dans la démarche d'investissement responsable. Alors, nos 4 piliers d'investissement, donc c'est d'abord, on est focus sur de la deep tech, B2B et ambitieuse. On investit principalement des boîtes françaises, mais pas que. Hein, on a fait des boîtes américaines, des boîtes partout en Europe. On va dire que 80% de notre portfolio, c'est des boîtes françaises. En revanche, toutes les boîtes veulent aller à l'international. Et d'ailleurs, quasiment toutes elles déménagent le siège social aux US. Donc, ça commence local, mais ça finit toujours worldwide. Et c'est en tout cas ça la thèse d'investissement. On rentre très tôt, donc on fait donc, de la création de boîtes, du pré-seed et des petites séries A. Ça nous permet d'entrer à des prix qui sont encore raisonnables et de faire un peu de la préemption sur ces belles boîtes. Donc on est très proche de nos entrepreneurs. En général, les premières années, on va jusqu'à leur présenter quelques clients. C'est souvent d'ailleurs les références calls qu'on fait avant l'investissement, assez naturellement, et donc ensuite on les pousse comme clients aux boîtes. Après, bon, on devient plus focusé sur des sujets de refinancement. Les boîtes ont commencé à percer commercialement, évidemment, notre input est moins pertinent là-dessus. Et par rapport à d'autres fonds, ce qu'on fait de très différencié, c'est le portfolio management. C'est l'étape 2 dans le métier d'investisseur. Il faut sourcer les meilleures boîtes, il faut les vendre au plus cher, et entre les deux, il faut optimiser la façon dont on les refinance. Et tout notre job, c'est d'essayer de refinancer au maximum les sociétés qui vont cartonner et de ne pas consommer trop de cash sur les sociétés qui n'ont pas de perspective. Et malheureusement, on le voit assez vite dans les 2-3 ans après l'investissement, comme les sociétés go-to-market. Malheureusement, quand il ne se passe rien du tout pendant les 2-3 premières années, bon, au général, c'est souvent les premiers contacts commerciaux des gens qu'on connaît, donc on ne les découvre pas au bout de 2 ans. Hein. On a travaillé souvent main dans la main, soit on est allé avec eux en rendez-vous commerciaux quand c'est notre network. Et donc petit à petit, on constate qu'en fait, on a fait le pari ensemble sur, il y avait des early adopters et ça va convertir mass market. En fait, 2 ans après, on se rend compte que le marché n'est pas prêt. C'est ça notre grand pari. Et quand on se rend compte qu'on s'est trompé de timing sur le go-to-market, bon, c'est là que l'entrepreneur est brillant, il a mieux à faire que d'attendre un marché qui est en mur, et nous pareil. Donc, comme on a ce constat qu'on appelle le stop loss, d'ailleurs, parce que notre fondateur vient des salles de marché, donc ça c'est un terme que tout dans les salles de marché. Comme on a ce constat assez tôt, mais on dit à nos investisseurs, c'est qu'en général, les premières nouvelles qu'on leur communique, c'est les mauvaises nouvelles, c'est les boîtes qui plantent. Finalement, l'équipe des fondateurs, en général encore la niaque, pour être capable de se vendre pour l'équipe ou pour la tech. Et donc, on arrive à faire des adossements industriels sur des équipes de nos petites boîtes dont le marché est plus lent que prévu. Mais ça marche bien quand on le fait tôt, parce que quand les founders ont traîné 3, 4, 5 ans à se galérer, en général, ils ont complètement perdu la niaque, ils sont découragés. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire ce constat tôt. Alors, pour que vous voyez Elia dans son ensemble, donc vous voyez les 2 flèches aujourd'hui. On a une activité donc, de digital venture qui existe depuis 2003. Les premiers fonds, ils faisaient à peu près 50 millions en moyenne. Ils ont fait des performances records, on peut dire, ce sont les chiffres de France Invest et de BPI France, record pour de l'early stage, ce qui fait que le 3e fonds de 2017, au lieu de faire la 50aine de millions habituelle, il a triplé la mise en termes de levée de fonds, il a levé 148 millions, et donc on l'a transformé en un fonds de venture. Et c'est là qu'on m'a demandé à moi de rejoindre en 2018. J'ai redémarré donc, les fonds de seed, qui était en fait le métier historique d'Elia. On s'est contenté de poursuivre avec 2 mandats un peu spécifiques. Donc, auprès de Paris Sciences et Lettres, c'était ça le job alibi pour que je rejoigne Elia. Donc, on a levé 76 millions pour investir des startups qui sont principalement des spin-offs des laboratoires de Paris Sciences et Lettres ou des boîtes qui ont des liens de recherche avec Paris Sciences et Lettres. Et Alpha 2, on a refait la même stratégie. Cette fois, on a un partenariat exclusif avec INRIA. Donc, PSL, peut-être vous les connaissez, ça regroupe 24 grandes écoles du centre de Paris.
c'est autour de l'école normale sup, vous avez le LSPCI, vous avez l'école des mines, Chimie Paris-Tech, et puis aussi l'Institut Curie, l'Institut Pasteur. Donc ça fait que ce fonds, il est totalement multitech. On investit la moitié en digital, un quart en santé et un quart en deep tech avec du hardware. Et le fonds Alpha 2, qui est en partenariat avec INRIA, là on investit des startups pure digitales. Et au passage, quand on a monté l'équipe du fonds PSL, en fait, il fallait que je recrute un associé Life Science pour faire les deals, les molécules de médicaments. Et donc, on a recruté Franck Lescure chez Auriga Partners. Et au passage, les investisseurs de son ancien fonds de Life Science ont demandé qu'on en hérite chez Elaya. Donc, voilà comment chez Elaya, on a récupéré le fonds Biocide avec sa dizaine de participation. Et pareillement, quand on a monté le fonds pour INRIA, ils m'ont demandé de récupérer l'ancienne génération de fonds. Donc, c'est comme ça que finalement, on a dans ce portefeuille 4 fonds. Et donc, Elaya continue de grossir. Moi, j'étais la 10e recrue en 2017. Aujourd'hui, on est 30, plus 10 entrepreneurs, venture partners qui nous aident. Vous voyez, ça, c'est les 2 business units qui existent aujourd'hui. Donc, le Digital Venture et le Deep Tech Seed. Et nous sommes actuellement en train de continuer à grandir en montant un fonds de growth et un fonds de Life Science, le successeur du fonds de Lescure que j'ai repris. Et donc, à la fin de l'année 2022, début 2023, normalement, on aura 1 milliard sous gestion. Donc ça, c'est nous, c'est l'équipe Elaya. Donc, vous voyez, on est une trentaine de membres de l'équipe aujourd'hui. Donc, très branchés tech et recherche. On a 7 PhD dans l'équipe, 10 nationalités. Et donc, il y a vraiment un tiers d'entre nous qui sont des gens qui viennent de la tech, un tiers qui sont des anciens entrepreneurs et un tiers qui viennent du monde plus classique de la finance. Et donc, on a un lien très privilégié avec tous les établissements académiques que vous voyez là, donc l'ENS, les mines, CNRS, INRIA, Dauphine, Institut Pasteur, et aussi l'IX avec qui on travaille régulièrement. En termes de chiffres, donc aujourd'hui, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, pardon, on est presque à 700 millions sous gestion. Donc, je vous disais 1 milliard à la fin de l'année quand on aura closé les 2 fonds en cours de préparation. Donc, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier. On a globalement dégagé 25% de TRI brut sur nos investissements. On en a fait 150 des boîtes. 40 ont existé, 3 sont des licornes. Et en gros, on en a 1 sur 5 de notre portefeuille qui a eu une valorisation supérieure à 100 millions. Et ça a permis de créer 8 milliards de valeur chez les actionnaires, chez l'ensemble des actionnaires de nos sociétés de portefeuille. Alors, parmi les sociétés qui nous ont permis des belles histoires chez Elaya, il y en a certainement que vous connaissez. Donc, la première, c'était Criteo dans l'advertisement tech. Et les 2 autres, peut-être que j'espère vous connaissez, donc Miracle, qui fait une plateforme pour le web commerce, et Shift Technology, qui est une société de détection de fraude à l'assurance. Donc, Criteo, on l'a vendu au Nasdaq. C'était la première société française cotée au Nasdaq. C'est une histoire à elle toute seule, comme disait Alain, avec 2 pivots, dont le premier qui avait été partiellement requis par le fondateur d'Elaya. Le premier pivot, il faut savoir que Criteo, à la base, c'est une société qui était venue nous voir pour un petit robot d'AI qui faisait de la customisation de playlists pour soirées étudiantes. Donc, autant vous dire que la perception qu'on avait du projet en 2004, au moment où Apple vient d'annoncer qu'ils arrêtent l'iPod et que le marché du CD est en berne totale, on s'est dit, mais c'est quoi ces nouveaux qui n'ont rien compris au business? Par contre, leur robot, nous, c'était la première fois qu'on voyait un robot d'intelligence artificielle. On a trouvé qu'il était super malin. Et donc, on s'est dit qu'on acceptait d'essayer et que, de toute façon, ils auraient 0 client et qu'on arriverait peut-être à... En fait, on leur a fait confiance. On s'est dit, ils vont dans le mur avec leur market. On va les aider. Et effectivement, ils ont râlé comme des putois, mais c'était la grande mode de l'advertisement tech. Et donc, ils se sont mis à 2 en board pour proposer de pivoter là-dessus. Et ils l'ont fait. Voilà, alors, parmi les sociétés qui montent bien, qu'est-ce que je pourrais raconter? Oui, Volterra, ça c'était rigolo. Volterra, on avait investi dans Acorus Network, une petite boîte française de cybersécurité qui a été acquise par une boîte américaine, Volterra, au bout de, je crois que c'était 14 mois après notre investissement. Et en fait, on a accepté, c'est dommage d'ailleurs, on aurait même pu faire encore plus fort, on a accepté l'acquisition proposée par Volterra avec des échanges de titres. Donc, on est devenu actionnaire de la société américaine Volterra. Et en fait, très peu de temps après, c'est pour ça qu'on a fait 83% de TRI, Volterra lui-même s'est vendu à F5.
Donc ça, c'était une très belle opération et on a regretté de ne pas avoir réinvesti plus au moment où Volterra a acquis Acorus. On aurait pu acquérir plus de titres de Volterra. Bon, maintenant, c'était aux États-Unis, on ne les connaissait pas si bien que ça, donc on a joué peut-être un peu moins grand que ce qu'on aurait pu. Ça, c'est pour vous témoigner du marché en ce moment. Algid, ça c'était très frustrant, une très jolie société qu'on a investie en série B et qui a été acquise 6 mois après. Donc bon, ça c'était pas du tout notre choix de sortir aussi vite. Hein. On aurait aimé sortir plus cher, donc plus tard. Mais les fondateurs ont craqué sur l'offre d'exit. En fait, nous, on avait tout à fait confiance qu'ils étaient capables d'aller plus loin. On n'a pas compris qu'ils sortent si vite, mais bon, ils étaient prêts à prendre. Et Ivan First, donc ça vous les connaissez peut-être, c'est une boîte qui fait du forex tout digital pour les PME. Donc c'est très malin leur solution. Et donc c'est vrai qu'en ce moment, comme les PME exportent de plus en plus, le forex exchange, ça devient un sujet pour les PME. Donc la boîte a très bien marché. Donc sur le seed pur, donc, vous vous souvenez, on a donc 2 fonds qui investissent en ce moment. Donc le fonds PSL de Multitech. Et donc, avec ce fonds, on fait des tickets entre 400K et 2 millions en ticket initial. Et ensuite, on va refinancer des boîtes qui se développent, comme je vous disais, jusqu'à temps de mettre 10% du montant total du fonds, donc 7,6 millions pour les boîtes qui marchent bien. Et le fonds Alpha 2, lui, il est pur digital. Et là, on met des tickets qui démarrent à 150 millions, donc encore plus, pardon, 150 000 euros, encore plus petit, et jusqu'à 2 millions en ticket initial. Et donc, à nouveau, on va refinancer les boîtes jusqu'à la concurrence de 10% du montant total souscrit par boîte. L'équipe, donc en haut, donc, assez classiquement, hein, la société de gestion et l'AIA Partners, donc le PME, c'est nous qui possédons le capital, nous les 7 partenaires que vous voyez en haut. Donc Philippe Gire, qui est Netrix fondateur, et Xavier Lazarus, qui est notre normalien prof de maths. Donc Philippe, c'est vraiment X qui a fait McKinsey, ensuite il a monté pendant 10 ans, ensuite il a monté le fonds de corporate venture de Valeo, donc c'est vraiment le gars qui est carré de chez carré. Chez nous, c'est l'homme le plus stratégique. Toutes nos boîtes ont pivoté dans le monde du conseil à Philippe. Xavier Lazarus, c'est un génie des chiffres et qui était dans les dérivés quantitatifs en salle des marchés. Donc, c'est lui qui fait un modeling extraordinaire de nos boîtes pour les aider en fait, à bien comprendre leur trajectoire commerciale. Et puis, donc, Marc Rougier, c'est notre serial entrepreneur. Il a passé 15 ans à monter des boîtes en Californie. Nous avons investi 3 boîtes de marque qui nous a fait gagner beaucoup d'argent. Et comme nous avons été très reconnaissants, nous avons fini par le recruter. Donc, vous voyez que les fonds n'est pas si détestable que ça pour les entrepreneurs parfois. Et ensuite, Samantha et Pauline, qui sont plus des profils de banque d'affaires, et ça, c'est vrai que c'est quand même super utile parce que, comme de temps en temps, on cote des boîtes sur les marchés, c'est sympa d'avoir une ancienne tradeuse dans la bande. Donc, Franck Lescure, qui est plus, donc oui, c'est un normalien biologiste. Et donc, ça fait donc maintenant 20 ans qu'il investit dans la bio. Il a monté une boîte de biotech en début de carrière et après, investisseur dans les biotech. Et ensuite, donc, pour le fonds Alpha 2 de Seed dont je m'occupe actuellement, vous voyez qu'on a donc, des un peu plus jeunes. Hein, et là, je regarde la brochette. Et je crois qu'à part Céline Guillaume, ils ont tous monté une boîte un jour dans leur vie, avec certains des succès extraordinaires. Sébastien Lepère a monté une boîte de mesure d'audience sur les réseaux sociaux qu'il a vendue à Twitter. Donc, il est devenu responsable M&A de Twitter pour le MAA pendant 3 ans. Donc, c'est des gens qui nous apportent beaucoup. Sacha Loiseau, lui, il est entrepreneur dans la medtech, bon Joris, dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est des genres de personnalités qui sont vraiment très, très utiles pour accompagner nos boîtes en board. Alors, ça, c'est une slide pour partager notre grand appétit pour investir en ce moment dans les boîtes de tech. On vous recommande de les intéresser. Nous, on est convaincus que c'est un peu ce qu'on appelle les new gold aujourd'hui. D'abord, la tech, c'est ça qui va construire le monde de demain. Ensuite, on trouve que quand on investit très tôt dans la tech, on va avoir un time frame pour permettre aux boîtes d'atteindre la maturité qui leur donne une capacité de résilience plus importante que sur les boîtes de pure exécution commerciale. Et ben, nous, du coup, on se place souvent en co-création de la boîte. Je vous donne un exemple cas pratique après, ce qui nous permet d'avoir un peu des préemptions sur des valos très basses qui vont permettre ensuite un bon rendement. Et nous, on trouve que d'investir en deep tech seed, ça nous permet vraiment d'accéder à des actifs prime sur les bons thèmes au moment le plus attractif où ils ne sont pas chers. On trouve que la tech d'investissement est tout à fait robuste à la crise, notamment dans la tech en ce moment, il y a beaucoup de boîtes de digital pour la santé. Ça, c'est un marché qui est absolument booming.
Il y a aussi tout ce qui est la transformation digitale de l'économie, beaucoup de startups sur ce segment. Et donc, voilà, on vous recommande de regarder. Nous, on a une certaine solidité dans notre deal flow, puisque c'est quand même backé par les tier one académiques. Il y a vraiment souvent de l'IP, du contenu. Donc, vraiment, les valeurs basses qu'on paye, en plus, correspondent à des actifs tangibles. Il n'y a pas eu d'ailleurs de dépréciation dans le portefeuille early stage malgré la crise. Donc, on a un reach international, comme je disais, même en seed, à ma grande surprise, finalement, on a dû faire 5-6 boîtes. J'ai fait une spin-off de l'université d'Oxford au UK, une de IMEC en Belgique, on a fait 2 boîtes à Barcelone, donc une aux États-Unis. Moi, je pensais qu'en seed, ce serait trop compliqué, mais finalement, c'est le bonheur de vieillir. On a toujours des copains qui sont partis aux États-Unis, qui ont remonté une boîte là-bas. IMEC, c'est un ancien collègue. Donc, finalement, quand vous avez un point de contact sur place, on arrive à faire du seed très early, même dans des géographies un peu plus lointaines. Et on a déjà eu, pour une boîte de portefeuille seed, des offres de refinancement très intéressantes. On a refinancé plusieurs boîtes très bien. Et on a même eu des offres d'achat déjà sur des boîtes. On n'est pas du tout en train de les vendre, on va les garder plus longtemps. Mais ce qui est signe que le portefeuille va bien. Alors, si je précise notre focus d'investissement, donc normalement, on devrait retrouver des conseils de bon sens de Alain. Donc, nous, ce qui est spécifique chez nous, c'est qu'on aime bien la deep tech dans tous les secteurs. Alors, tu vois, voilà, le premier critère, c'est le même que toi, c'est on veut une équipe complète de fondateurs. Donc, quand je dis complète, c'est au moins 2. Et on souhaite qu'ils soient capables quand même de nous communiquer leur vision et leur ambition, et que l'équipe ait l'air d'être à peu près designée par rapport au projet qu'ils ont envie de faire. C'est vrai que parfois, on voit des gens qui ont envie de changer de vie, qui décident qu'ils se mettent à investir dans la crypto, ils n'ont jamais rien compris au sujet. Ce n'est pas évident comme équipe pour faire une thèse d'investissement. En termes de maturité, on va chercher des boîtes qui sont au stade d'avoir un prototype ou un minimum viable product. Et on veut être capable de percevoir qu'il y a une vraie différenciation dans leur proposition de valeur. Donc, le deuxième critère clé après l'équipe, c'est vraiment la taille du marché. Donc, il faut que la société ait un marché qui soit large et facile d'accès et qu'il y ait un début de validation du product market fit. Nous, on rentre à ce moment-là. On ne rentre pas avant qu'on est en pur développement recherche ou développement de produits. C'est quelle taille un gros marché? Comment? C'est quelle taille un gros marché? Il faut qu'on arrive à dépasser le milliard quand même. Si on est en dessous du milliard, c'est que ça va être pas si simple. Et ensuite, il faut que l'équipe vienne nous voir avec un plan de croissance qui soit ambitieux et qui nous semble être quelque chose de raisonnable, d'intelligible au niveau de ce qu'on va pouvoir construire avec eux comme equity story. Et ensuite, bon, ça vient quand même dans un deuxième temps, il faudra qu'il y ait un business model crédible. Mais ce n'est pas inintéressant que l'équipe se soit posé la question day one du business model. Comment je monétise? C'est bien une bonne source, mais il y a un moment où il faut que ça décache quand même. En termes de process, donc on fait de l'investissement, c'est très simple. Alors, on peut avoir un premier meeting qui est parfois très en amont, parce qu'il y a des boîtes dont on a connu le fondateur scientifique parfois 2 ans avant que finalement il rencontre son co-founder business. Donc ça, on a fait des touchpoints réguliers pendant des mois, mais l'équipe n'existait pas. En revanche, une fois que l'équipe existe et qu'on rentre en analyse, avant le comité d'investissement, on a entre 2 mois, je dirais 2-3 mois max d'analyse. C'est même beaucoup plus rapide sur les BSAR, les tickets à 200-300K, on peut faire en 1 mois. Et ensuite, on fait un process de due diligence et de documentation légale. Quand on est en création de la boîte, évidemment, il y a 0 due deal. On se contente d'avoir un petit avocat, mais quelqu'un de vraiment pas cher qui va faire les statuts de la boîte. Nous, on ne prend même pas d'avocat, on connaît nos docs par cœur. Donc, ça peut être vraiment très light. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensemble avec les entrepreneurs? Mais on va se positionner en accompagnement sur ce qu'on pense être vraiment les enjeux clés de votre croissance dans les premières années. Donc, la première étape, c'est la partie business développement. Ce qui vient toujours dans le premier mois, c'est aussi le staffing de l'équipe. Et puis, dans les 9 à 18 mois, il va y avoir le sujet fundraising.
Donc, on s'emploie vraiment à vous aider sur ces étapes-là. Donc, comme je disais, sur les business développement, ça va être soit on a des contacts clients qu'on peut vous introduire, soit on a les gens qui ont fait les ref calls avant notre investissement, soit on va réfléchir avec vous à la stratégie de développement du business. Human Resources, on a souvent des contacts dans notre réseau. Et Fundraise aussi, on a l'habitude. On fait toujours nos premiers deals, quasiment toujours seul, Elaya comme fonds, avec des business angels. Des fois, on fait tout seul Elaya, tout seul. Mais rarement, en tout cas l'équipe de CID, on a rarement des co-investisseurs au premier tour. Par contre, on en a très souvent à partir du deuxième tour. Et à partir du deuxième et du troisième tour, c'est souvent, on va chercher des fonds anglo-saxons. Et puis après, c'est souvent des Américains. Donc, on va s'employer à vous aider avec quelques insights stratégiques pour accélérer notre croissance. Donc là, on va questionner le business model, la stratégie go-to-market, le positionnement du produit. On est également très actif pour vous partager notre network, donc des intros business chez tout type de clients. On travaille très naturellement d'ailleurs avec les investisseurs de nos fonds, qui sont des grands corporates, que ce soit des industriels ou des gens finance, assurance. Donc souvent, c'est ces gens-là qui sont vos premiers clients naturels. Et puis, on organise aussi beaucoup d'events entre nos entrepreneurs de portfolio. Vous passiez un peu les bonnes pratiques entre vous. Donc, on fait le dîner des CTO, le dîner des Chief Product Officers, le dîner des Sales. Et ça, les gens aiment beaucoup. Donc, on en fait vraiment quasiment une fois par mois. C'est très informel. On book un resto, vous venez, vous inscrivez, on a notre équipe qui fait charge de la com qui s'occupe de ça. Et souvent, ça crée des liens et en fait, les gens restent amis, c'est assez sympa. Et ils se reparlent sans goût. Donc, souvent, dans les dîners, on s'arrange pour qu'il y ait une personne de l'équipe Elaya qui change de place. Comme ça, si vous avez des secrets à vous dire entrepreneur, la personne n'est pas toujours exactement à côté de vous. Par contre, c'est sympa aussi de voir les investisseurs dans un contexte un peu plus détendu. Donc ça marche très bien, ça, c'est repas entre entrepreneurs. Et puis, on vous invite aussi à nos AG. Donc, à un moment, nos AG, là, vous pouvez pitcher sur le strat, du coup, vous êtes devant tous nos investisseurs. Donc, ça vous permet ensuite d'aller leur parler informellement du fait. Ça, c'est très apprécié aussi. Et ensuite, on va refinancer dans les tours successifs des boîtes. Donc, nous, on n'a pas de sujet d'ego chez Elaya. Comme je disais, sur les premiers tours, on est toujours lead investor. On est capable d'être lead investor jusqu'à assez tard. Moi qui ai fait du MBO, j'étais sur des boîtes beaucoup plus matures que le CID. Maintenant, s'il faut qu'un gros fonds américain fasse le cowboy et ils nous disent place au grand, etc., on n'a aucun problème à être suiveur parce que tout ce qui compte, c'est l'argent, la notoriété et les trucs les plus smart pour la boîte. C'est comme ça qu'on fera un max doublé avec eux. La réalité du terrain, c'est qu'on nous a toujours demandé de rester au board jusqu'à l'exit. Donc, on n'est pas forcément demandeur parce que c'est du boulot d'être dans les boards. Et je pense qu'avec le temps, on a la confiance de nos entrepreneurs. On a aussi un comportement, je pense, on s'est posé la question, mais les gens trouvent en nous ce fameux sparring partner qui fait que comment tu fais quand tu as une offre d'achat à 1,5 milliard pour être sûr que c'est une bonne idée de la refuser. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on a vécues plusieurs fois dans le portfolio Elaya. Et donc, on est capable d'avoir ce genre d'interaction avec le dirigeant qui se retrouve un peu seul face à ce genre de questions, où évidemment, les investisseurs du début ont tous envie de vendre, et puis l'investisseur qui, lui, vient de payer 1,2 milliard, il n'est pas super content s'il faut sortir à 1,5 milliard. Donc, dans ce genre de situation, c'est vrai que nous, comme on est rentré très tôt, donc ce n'est pas très cher, on a une forme d'alignement d'intérêt en termes de prix payé avec l'entrepreneur. Donc, finalement, on va avoir une attitude face à l'equity story des années plus tardives, qui va être l'attitude la plus proche des founders. Donc, je pense aussi que c'est probablement pour ça qu'ils nous gardent au bord, au-delà de l'amitié. Alors, tu peux aller à la page suivante. Ça ne plus. Je peux avancer. C'est au bon endroit. Voilà, donc ça c'est pour vous faire le résumé. Donc, dans nos fonds de cible, les tickets multisecteurs, on rentre très tôt pré-seed, des tickets entre 150 et 2 millions. Donc, on peut mettre jusqu'à 10%, c'est-à-dire 7,6 millions sur une boîte. Et ensuite, sur les boîtes de digital, il y aura notre fonds de venture qui peut prendre le relais. Et ensuite, donc, le fonds de growth qui est actuellement en cours de structuration. Donc, le fonds de venture, il fait 200 millions, là, vous pouvez aller grappiller 20 millions. Et le fonds de growth, il vise de faire 400. Donc, vous pourrez avoir des gros tickets si vous êtes une boîte de digital. Mais là, c'est seulement sur le digital. Et tout ça est prévu dans les règlements du fonds avec des comités consultatifs pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, on est capable de vous accompagner comme ça. Alors ça, c'est pour vous expliquer les 3 étapes de notre idée. Je vous en ai déjà un peu parlé. Donc, on s'emploie à essayer d'être bon aux 3 étapes. Donc, sourcer les meilleures boîtes. Donc, en
en screenant toutes les opportunités qu'on voit. On voit plus de 4000 boîtes par an chez Laïa. On a des partenaires de référence avec les académies de PSL et Laïa. Ensuite, le portfolio management, comment ça se passe de savoir dire on va refinancer telle boîte plutôt que telle autre. En fait, c'est assez transparent. Hein. On a 4 critères de bon sens qui sont des indicateurs de croissance des boîtes qu'on suit avec vous, les fondateurs. Le premier critère, c'est le business. Est-ce que la boîte fait son chiffre d'affaires qui est prévu au business plan? Il y a des business plan. Est-ce qu'en gros, elle signe des clients? Est-ce qu'elle intéresse des clients? Deuxièmement, HR, est-ce que la boîte continue à attirer des talents ou est-ce que les rats quittent le navire? Souvent, ça va malheureusement ensemble. La troisième source d'attractivité qu'on monitore, c'est l'attractivité du capital. Est-ce que la boîte arrive à lever des fonds? Nous, on parle régulièrement de nos boîtes. Là, si vous n'avez pas entendu parler de Akemia, c'est que vraiment j'ai raté ma soirée, mais c'est vraiment une boîte magnifique que je vous considère d'investir. Et on voit tout de suite si après au buffet, les gens me disent « Ah bon, Akemia, mais ça parle de quoi » et tout, ou si les gens regardent leurs pieds quand on parle d'une boîte. Donc en fait, l'attractivité capitale, on a des boîtes sur lesquelles on a tous les jours des appels entrants, on a des boîtes sur lesquelles c'est plus difficile. C'est aussi un indicateur de voir ce que le marché pense de nos boîtes. Et puis, le quatrième critère, c'est la R&D ou les upsells, ou les coproduits. En même temps, comme disait Alain, je suis totalement d'accord, en même temps qu'il y a la thèse d'investissement principale, on le sait que peut-être il faudrait pivoter un jour. Donc, ce n'est pas inintéressant, les boîtes qui continuent à développer des idées complémentaires à côté de la thèse d'investissement principale. Et donc, on regarde si elles avancent dans le dérisquage technologique de leur projet encore en R&D. Ça, c'est pour la deuxième étape. Et donc, la troisième étape, pardon, c'est juste pour dire, donc, à l'exit, eh bien, on pratique donc, des early exits. Alors après, on ferme des sociétés, malheureusement, comme tout le monde. Hein. Mais sinon, on s'emploie à pratiquer des early exits sur nos sociétés qui n'ont pas rencontré le marché. Et les autres, à les accompagner le plus tard possible dans leur expansion globale. Donc, rien ne serait possible sans nos investisseurs. Donc là, vous avez la photo de toutes ces honorables personnalités qui nous ont confié leurs fonds. Et donc, vous voyez que c'est sympathique parce que des gens comme BNP Paribas, comme Malakoff ou Covea, enfin, sur toutes les petites startups qu'on a investies en InsurTech, par exemple, qui sont extrêmement actifs, et ils sont clients, en fait, hein, les startups. C'est des gens avec qui on a contact au niveau du numéro 1 ou numéro 2 du groupe. Vous voyez, BNP Paribas, je prends le petit-déj régulièrement avec des membres du commerce. Chez chacun d'entre eux, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que les gens ont soif d'innovation, donc pas d'innovation, et donc ils ont souscrit dans les fonds de CID pour le rendement financier et aussi pour accéder à des bonnes idées, à des startups. Donc on pourra vous mettre en contact avec tous ces gens, ils sont très friands, on va les voir une fois par mois en moyenne, donc on peut constamment faire des intros. Ah, il ne veut pas? Je reviens sur le slide. Ah, voilà, Quel est le ticket pour souscrire dans le fonds? Comment? Quel est le ticket pour rentrer dans le fonds? Alors, 250K. D'accord. On a des personnes physiques, mais pas beaucoup, j'avoue. On a nos serial entrepreneurs, qui souvent, quand ils exitent, ils réinvestissent dans les... Ils sont tous là. Et d'ailleurs, ils sont assez sympas parce qu'ensuite, ils font business angel dans nos boîtes. Et puis, on a quelques grandes familles, les Vassou, les Bétancourt, c'est des tickets qu'on va avoir. Mais c'est leurs économies aussi. Et on n'a jamais eu de churn parce que les gens ont des... Alors ça, c'est le cas à Kenya. Il est assez sympa parce qu'il illustre bien ce qu'on fait dans cette équipe de CID là, depuis 5 ans. Donc, il y a eu une première période, là, à gauche, où chez Laïa, on a discuté avec Maximilien Levesque, qui est un physicien dans la supérieure qui, depuis 15 ans, s'emploie à mettre l'équation de Schrödinger, donc vous savez qu'elle n'est pas résoluble, en algorithme. Et donc, depuis 15 ans, il code pour faire rentrer cette équation de Schrödinger en algorithme. Et ils nous en parlaient en nous disant à quoi vous pensez que ça pourrait servir. Alors, j'avoue que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé l'équation de Schrödinger, c'était pas intuitif tout de suite. Et puis, on a commencé à se dire, mais peut-être autour du drug discovery. Et alors, Maximilien, il explique quand même très simplement le sujet de son algorithme. Mais on n'avait pas trouvé le cas d'usage précis. Et d'un seul coup, on a eu contact avec une personne qu'on connaissait, qui s'appelait Emmanuel, qui travaillait au BCG en conseil en drug discovery pour les pharma. Et on l'a appelé en référence call en lui disant, écoute, on a un gars vraiment pointu, et mis en équation, en algorithme, équation Schrödinger, est-ce que ça pourrait aider pour faire du drug discovery?
Et en fait, vous savez que l'équation de Schrödinger qui permet de calculer donc, la force atomique autour des atomes et des molécules, elle permet de calculer, cet algorithme permet de calculer un paramètre clé qui est l'affinité entre deux molécules, c'est-à-dire deux molécules se croisent, est-ce qu'elles glissent sans adhérer ou bien est-ce qu'elles collent. Et ce paramètre qui s'appelle l'affinité entre molécules, il est absolument clé dans le rendement d'un traitement thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce que la molécule de chimiothérapie, elle va coller à la tumeur ou glisser. Et ça, c'est absolument clé. Et chez les grandes pharma, il y a donc des armoires et des chambres entières d'ABAC, de calcul approximatif de l'équation de Schrödinger et de l'affinité entre toutes les molécules physiologiques et toutes les molécules possibles de chimie. Donc, on a fait le calcul de la molécule de doliprane adhère bien aux neurones de la tête. Tiens, le doliprane soit membrane. Et du coup, Emmanuel nous a dit, mais en fait, c'est assez rigolo, on pourrait aller chez Sanofi. Ils ont les résultats faits par des calculs très compliqués en approximation, et on pourrait regarder si l'algorithme de Maximilien est capable de refaire les calculs. Et en 2 heures, l'algorithme de Maximilien a recalculé avec toutes les décimales tous les résultats des ABAC qui étaient stockés chez Sanofi. Donc Emmanuel nous a dit, ah ben ça c'est plutôt une confirmation comme du diligence. Ben, ça m'intéresse en fait, puis Maximilien est très sympa, donc en fait ça me dit bien de monter la boîte avec lui. Et donc on a du coup passé l'équipe en comité d'investissement, on a écrit une term sheet au nom de Akemia, qui est une société en cours de création par Emmanuel et Maximilien, la boîte n'était pas créée. Et le jour où ils ont créé la boîte, le lendemain, entre-temps, on avait négocié avec l'école normale supérieure, parce que comme c'est dans PSL, mais là très proche de l'ENS, le transfert des brevets que Maximilien avait déposés depuis 15 ans au bénéfice de la société. Et nous, on a investi le lendemain de la création de la boîte. Et 6 mois après, Sanofi est devenu client pour des sommes excédant le million d'euros. Et donc, finalement, à peine 1 an après, on a Idinvest qui nous a appelés et qui a fait, en fait, on avait 3 fonds qui voulaient faire une série A et la société a levé 9 millions sur une valeur qui, pour nous, était quasiment 10 fois celle qu'on avait investie au moment de la création de la boîte, donc 1 an avant. Donc, c'est pour vous montrer l'appétit que génèrent en ce moment ces boîtes early stage. Et c'est vrai que quand vous repensez au début de l'histoire de ce scientifique chevelu qui nous parlait de son équation de Schrödinger, je pense qu'à part Elia, personne n'aurait écouté. Et là, on va sans doute avoir une licorne, parce que là, ils viennent de signer Servier, et ils ont les 2 grosses pharma qui ont fait des vaccins là, qui sont dans le pipe aussi. À la fin de l'année 2022, ils auront 6 ou 7 parmi les plus grosses pharma internationales. Donc la boîte va devenir une licorne, on n'a aucun doute. Ils sont en train de devenir l'outil indispensable des pharma pour faire du drug discovery. Par exemple, pour le vaccin Covid, c'est tout bête, mais ils avaient dit, tiens, le vaccin contre la rougeole, il va alerter en Covid. Tiens, du coup, si on essayait d'utiliser, ça. En fait, ça rétrécit complètement la réflexion qu'il y a sur le drug discovery. Voilà, donc là, c'est toutes vos beautés qu'on a investies. Donc, avec le fonds PSL, il y en a 19. Et avec le fonds Alphabet, il y en a 13. Donc, vous voyez, Glimmer, Sankar, c'est quoi? Là, on est sur du digital pour la santé. Cosmian, on est sur de la cryptographie. Newsbridge, c'est un moteur d'AI pour faire du media data management, donc du tagging de séquences vidéo ou audio dans des contenus médias. Et ensuite, aujourd'hui, ils sont asset managers en fait, de contenus médias. Ça, c'est une boîte montée par un X. Tiens, en fait, c'est une boîte qui est montée par un X. Puis, c'est une boîte de colorants naturels à partir de fermentation de sucre. Donc, Akemia, dont je vous parlais à l'instant. Cantev, aussi monté par un X. AI pour InsurTech Santé. Minos, Single Cell Analysis. Celle-là, Bob, vous avez peut-être entendu parler, la boîte de quantum computing. Donc là, c'est pareil, quand on a vu la première fois, c'était assez science-fiction, quand même, ce qu'ils produisaient, avec leur qubit autocorrecteur. Vous voyez, il faut voir la suivante. Alors, je vous les montre parce que ça, c'est des boîtes qui peuvent peut-être. On a quelques business angels dans ces boîtes. Cortex, c'est une société qui fait de la diffusion vidéo live sur Internet. Unlink, boîte d'impression 3D à l'échelle nanométrique. Unlink, c'est une boîte très prometteuse. Elle va permettre de faire les jonctions sur les circuits imprimés taille nanométrique. Donc là, il y a un marché de folie. Ça va très bien marcher cette boîte. Et Mablink, ça aussi, c'est très satisfaisant.
C'est une boîte qui, celle-là aussi, elle va cartonner, qui a inventé un lien en fait, chimique, c'est très simple comme développement. Et ce lien, c'est un peu comme le bras articulé que vous mettez sur un anticorps monoclonal pour y accrocher la toxine, enfin la molécule d'oncologie. Ça va permettre que l'anticorps monoclonal, en fait, le vecteur qui pénètre dans le corps du patient, il tient fermement sa molécule de chimiothérapie jusqu'à temps de rentrer dans la tumeur, parce que l'anticorps monoclonal a été programmé pour ça, il rentre dans la tumeur, et uniquement quand il est dans la tumeur, le bras articulé se désagrège et du coup libère la molécule de chimio qui va détruire la tumeur. Alors qu'aujourd'hui, les molécules de chimiothérapie, elles sont administrées dans le corps des patients et au passage, elles peuvent endommager des organes. Et du coup, quand elles font ça, au passage, elles sont bouffées. Et en fait, quand elles arrivent à l'endroit de la tumeur, il n'y a plus assez de molécules de chimio. Donc, le traitement est absolument avec un rendement déplorable à cause de ça. Et en fait, il manquait le link. Comment tu fais pour accrocher une molécule de toxine sur un anticorps monoclonal? Et donc, voilà, MabLink est une des trois. Il y a 3 technologies dans le monde pour faire ça, pour faire ce link. MabLink, c'est les 3. En fait, ça marche très bien. Et oui, Energy Square, une solution de recharge d'ordinateur en fait, sur plate, fixé à un chargeur par en dessous, mais en fait c'est une recharge par conduction, par contact sur une plaque. Ça c'est super pour le flex office, en fait, tout on n'a plus de câble. Vous imaginez une table chargeante et vous pouvez poser un ordinateur, un téléphone et après tout se recharge automatiquement, c'est détecté automatiquement. C'est assez impressionnant. Voilà, alors je ne vais peut-être pas y passer 3 heures parce que j'ai encore tout le portefeuille de FAD. Voilà. Donc je vais effacer la liste. Tout ce que vous voyez dans les autres. Je vous laisse. Une question de la salle à distance. On te fait remarquer que l'essentiel ou la totalité, c'est du B2B. Oui. Est-ce que c'est un choix assumé et pourquoi? Oui. Alors, bon, ça a toujours été notre stratégie. On a dû faire. On a fait une boîte de B2C qui a d'ailleurs pas mal marché, c'est Onicar, une boîte d'auto-école. Mais en fait, en B2C, il y a un temps d'accès au marché que nous, on ne s'était pas très bien maîtrisé, en fait. Qui nécessitait des dépenses marketing très importantes. Et nous, dans les fonds, enfin en tout cas dans VC, il n'y a pas beaucoup de fonds. Il y a des gens très spécialisés, en général des fonds montés par des anciens du B2C, qui comprennent parfaitement ces marchés, qui sont capables de faire ça les doigts dans le nez. Et les fonds qui sont montés par des gens qui ne sont pas des anciens du retail ou du B2C, tu remarques qu'ils font que du B2B à cause de ce temps d'accès au marché. Du coup, oui, mais j'ai une question. Merci de la présentation. J'avais une question sur le premier tour en amorçage, parce que c'est toujours difficile, la valorisation pour entrer, je ne sais pas, 500K ou 1 million, ou dans la fourchette que tu as donnée, comment vous valorisez Alors, on va chercher à se renseigner, de savoir s'il y aurait des premiers clients intéressés par la société. Est-ce que l'équipe des fondeurs peut nous donner des contacts? Ou est-ce que nous, dans nos contacts, quand on appelle des gens, on sent un appétit très important? Il y a aussi ce qu'on perçoit de la différenciation du produit sur le marché et de la qualité de l'équipe. C'est un paramètre important. Si on a vraiment une équipe de crack, de toute façon, ils vont des fonds, donc c'est eux qui font la valeur, en fait. Donc ça peut être très, très variable. De toute façon, tu le vois sur la place. Alors nous, on ne rentre pas forcément sur les valos de démarrage. On en voit des boîtes qui lèvent sur les premiers tours à 20 ou 30 millions de valos. J'avoue qu'on n'ose pas trop se positionner sur ces valos-là, parce que si jamais derrière, tu as une étape malaisée… Mais simultanément, j'imagine que tu prends quand même un ticket minimum, enfin un valeur plus long aussi, qui permet d'avoir suffisamment de poids dans la… Ben, oui. Alors, il y a une des questions à distance qui conjugue la question actuellement posée, c'est est-ce qu'il y a une réflexion sur le pourcentage de capital que l'on veut détenir? Cette question étant posée autant pour Elaya que pour Alain Rosselin. Oui, alors, nous, je vais te dire, c'est très large. Tu vois, les boîtes où j'ai quasiment fait la création, j'aurais pu avoir 49% de capital. Je ne l'ai pas fait parce que je considère que c'est dissuasif pour les autres investisseurs ultérieurs. Je suis restée à 33, mais j'avais encore des dossiers à investir. Je vais m'accommoder. Je vais voir au fil de l'eau des fonds qui rentrent par la suite. On a d'autres deals où on a des cotes-parts atrocement trop basses qu'on ne fera plus jamais. Parce qu'on s'est laissé embarquer sur une boîte magnifique et en fait, la valeur montée, et c'était absurde. En fait, on n'a jamais dû rester sur le dos, on avait des droits, puis c'est tout. Sinon, notre sweet spot, c'est, je dirais, entre
15 et 20%. On se dit qu'on n'est pas sur un ticket de cible. Donc, c'est comme ça que ça va aller écranter aussi les valos qu'on est prêt à considérer. Après, voilà, pour des sérieux entrepreneurs qui viennent avec déjà une idée incroyable, qui marchait à rafole, peut-être on va regarder. Mais sinon, donc, c'est bon. Et je ne pense pas qu'on soit très original dans nos propos. Est-ce qu'on peut compléter avec la réponse d'Alain sur cette question? J'ajouterais que c'est une théorie qui est assez mécanique en réalité, parce que globalement, si on regarde la séquence, Anne-Sophie, elle montre des projets, mais finalement, le résultat est à peu près là. La première séquence en Love Money, c'est pas compliqué dans ma boîte. J'ai demandé à quelqu'un, écoute, moi j'ai besoin de 100 000 €, je te donnerai 10% du capital. Globalement, le Love Money, la dilution ne doit pas être énorme. Donc 10% Love Money, c'est la première étape. Donc je pensais qu'il donne 100 000 €. Mais s'il veut donner autre chose, tu veux plus d'action, c'est non, c'est soit ça, parce que c'est partie des plus historiques. La deuxième étape, plutôt en amorçage, c'est souvent des évaluations entre 2 et 3 millions avec des pourcentages à 400 000 ou 500 000 €, il y a 20-25%. Si on fait le total 10 et 25, on a 30 à 35, on laisse l'entrepreneur. Et globalement, on dit, mais pourquoi vous ne négociez pas? Parce que si on négocie, ça ne marche pas. C'est non, c'est pas. Si le type dit, moi, dans Love Money, je veux avoir 50% du capital, en mettant 100 000 €, je veux une évaluation de 100 000, ben on dit non, il vaut mieux que la boîte meure tout de suite que ça soit une lente agonie. Donc globalement, c'est marrant, il n'y a pas de discussion sur la valorisation. Là, la boîte que je donne exemple, le type veut 8 millions, moi, je dis, on investira jamais 8 millions, mais si quelqu'un veut investir 8 millions, c'est son problème, on n'y voit aucun inconvénient. Parce que l'equity story dont parlait Anne-Sophie, on doit faire un premier niveau. Les étapes d'après. Premier niveau, 1 million, un Love Money, moins de 10%. Deuxième niveau, en amorçage, à 30%, autour de 2 à 4 millions. Troisième niveau, en série A, autour de 1 million. Et surtout, l'important, c'est que les deux fondateurs, bien la majorité, au moins jusqu'à la série A, éventuellement plus que ça. Et alors, même quand le truc est un peu plus fabriqué, non construit, comme le fait Anne-Sophie, ça revient à peu près même, globalement. On doit retrouver les mêmes choses. Donc, on ne discute pas du prix. En fait, effectivement, le piège auquel il ne faut pas tomber, c'est les premiers tours de seed trop chers. Parce que quand tu es en seed, tu ne peux jamais exclure que parfois, il faut faire une extension de seed. En fait, pour aller en série A, il faut être avec 1 million de chiffre d'affaires. Si tu ne l'as pas, c'est-à-dire qu'il faut lever une extension de seed. Si tu étais déjà sur une valo qui se rapproche, je ne sais pas, de 7 à 10 millions, c'est mort. Tu n'as plus un investisseur en seed qui viendra et tu n'as pas les métriques réalisées pour intéresser les investisseurs en série A. Donc là, c'est la fameuse vallée de la mort. C'est pour ça que vraiment, sur les premiers tours de seed, on va faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous, au premier tour de seed, on ne veut pas jouer ce jeu de surenchère. Parce que si on y est, quand la boîte va se galérer l'étape d'après pour faire une extension de seed, on va se subir la même galère avec eux. Alors nous, on a un autre argument politique. On pense que si la start-up croit que la valorisation de sa start-up est liée au fait qu'il y ait une valorisation, c'est complètement con. Mais bon, c'est pas facile. C'est parce que tu te dis, c'est parce que tu as un fonds qui investit à 8 millions que ta boîte vaut 8 millions. Ce qu'il veut, c'est le véritable actif de ta boîte. Et ça, c'est pas évident. Donc, si le type est complètement excédé par sa valorisation du fonds, on sait qu'il va mourir. D'ailleurs, il vaut mieux, il s'en fiche, à la limite, si le type pense que sa boîte vaut 8 millions, en quoi ça le gêne de demander d'investir à 3-4 millions? Au contraire, il va faire des heureux. Mais cette idée que la valorisation de l'augmentation du capital et la valorisation de la boîte, c'est une idée qui n'a pas d'intérêt. Et puis, il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que les dilutions du départ, bon, parfois elles semblent effrayantes parce que ça va être des dilutions importantes au premier tour avec des investisseurs, par exemple. Mais quand les boîtes se développent bien, c'est là en fait que les entrepreneurs renégocient. Et ils renégocient très bien. On peut avoir l'impression d'une dilution qui va ne faire que se dégrader. En fait, il y a un moment où, j'ai envie de dire, la courbe, c'est bien normal, le rapport de force s'inverse. Et nous, on les connaît, nos entrepreneurs les meilleurs, ils sont spécialistes. Quand on fait les tours des licornes, la veille du closing, on regarde le téléphone, on le sent bien, le petit coup de fil de 19h30, moi, je ne sais plus si j'ai envie. Ah bon, qu'est-ce que tu veux exactement pour essayer ta pensée? Ouais, si je pouvais avoir quelques BSPCE, parce que là, je me sens un peu diminuée et tout. Voilà, et évidemment, quand on est en train de boucler un énorme tour, évidemment qu'il faut discuter. C'est normal. Et quand vous êtes entrepreneur, vous avez beaucoup plus intérêt à préserver votre cassette quand la boîte accélère, parce que tout le monde va vous écouter,
que dans les toutes jeunes années, où finalement on est encore avec toutes ces preuves à faire, on a l'impression qu'on se fait beaucoup diluer, mais la courbe, elle s'inverse à un moment. Je peux vous donner aussi le point de vue théorique du côté de l'investisseur. On considère qu'on travaille en option réelle, c'est-à-dire que j'achète une option de pouvoir acheter l'augmentation de capital suivante, qui est une option, etc. Donc en fait, on enchaîne des options réelles, mais à un moment, on peut se poser la question d'ailleurs de l'exercer ou pas exercer cette option réelle à chaque étape, d'où l'importance d'établir des étapes que vous avez bien détaillées finalement. Alors, j'ajoute un autre paramètre, Anne-Sophie, c'est que le problème de la résilience de l'entrepreneur. Là, j'ai vu un entrepreneur qui avait beaucoup de succès, qui habitait à Londres, et je le rencontre peut-être sur les déros. Je dis, pourquoi tu viens à Paris? Il dit, pour voir maman à Nanterre. Je le regarde et il dit, oui, je suis en burn-out depuis 3 ans. Et le type, il avait, au bout de 10 ans, il avait explosé en plein vol, il avait développé sa boîte, puis après, il a commencé à créer sa filiale à San Francisco, à Los Angeles, à Melbourne, à Sydney. Il est parti exploser. Donc évidemment, il était riche, mais heureusement qu'il y avait sa mère à Nanterre pour mettre d'aplomb. Et il disait que probablement dans 2 ou 3 ans, c'est l'entrepreneur, il explose aussi, il y a une espèce de sortie. C'est un point très important. Nous, à chaque fois qu'on refinance nos boîtes qui marchent bien, à chaque étape, donc c'est tous les 2 ans, et après les boîtes qui marchent très bien, c'est plutôt tous les 18 mois, hein, parce qu'elles font tout beaucoup plus vite, on se réassied avec eux, un dîner amical, etc., pour leur dire, t'en es où personnellement, quoi. Est-ce que tu as encore envie ou pas? Est-ce que ta femme est partie? Est-ce que tu es tellement exploré que... Non, mais attends, c'est tout à gérer. Il y a la hernie discale, oui, il y a le dos. Et en fait, il y a aussi, parce que c'est quand même des gens qui pêchent en commun, tu as aussi ce qu'ils avaient envie de se prouver eux. Tu vois, le gars qui a fait une précédente boîte, qui a cartonné en Europe, bon, on savait qu'il voulait faire les US. Sinon, il a fait les US, ça marche bien. Est-ce qu'il va avoir envie de faire aussi l'Asie? Ou est-ce que là, il a son bâton de maréchal? De toute façon, il en a ras-le-bol. Ça, c'est des questions très importantes parce que nous, en tant qu'investisseurs, en fonction de ce que lui, il a envie de faire, soit on rejoue gagnant, s'il nous reste des fonds, soit on commence à se dire, bon, c'est plus la peine d'insister, de toute façon, il n'y a plus envie. Donc, il peut arriver dans ces cas-là que le fondateur part et que trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Si on en a Raphaël, donc on a Raphaël, il trouve que c'est non, alors, ce qui se fait couramment, c'est que comme au-delà ça s'appelle le back market des actions. au-delà d'une certaine étape, les entrepreneurs se mettent à faire du cash-out à chaque étape de levée de fonds. Alors plus ou moins importante selon leurs besoins perso, est-ce qu'ils ont besoin d'acheter une maison ou quoi. Donc ça, oui, mais pas à sortir complètement. S'ils veulent sortir complètement, dans ce cas-là, on va sortir avec eux. Ça correspond à cette fameuse étape où ils en ont assez vu, assez fait, et il est temps non plus de réfléchir à un fundraise, mais à vendre la boîte. Non, mais moi j'étais entrepreneur, mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est d'être entrepreneur. Vous êtes complètement explosé, vous parlez que de ça. Alors moi je me rendais compte que je pensais qu'à ça. Dans la réalité d'y penser le vendredi après-midi, le vendredi soir, et au début j'ai repensé le samedi à 9h. Et après, au bout de 2 ans, j'ai repensé le samedi à 11h. Après, à bout de 3 ans, samedi à 11h. Et je me souviens de jouer au tennis, et je ne voulais pas rattraper la balle parce que tous mes problèmes m'envahissaient, la balle avait disparu. Et mon copain me disait, mais qu'est-ce que tu fais du coup? Et puis la vie de famille, peut-être exploser toute la vie de famille consciencieusement, les gens me disent, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne pas ton rôle de père, de fille, de machin. Ma mère est décédée et moi j'arrivais à essayer de me connecter chez ma sœur en demandant le code Wi-Fi, un truc épouvantable. Et après, et du coup, vous avez eu quelque part, vous avez envie d'arrêter. C'est le truc, vous avez déjà vu l'affaire du trône, ça tourne dans tous les sens, des machins. Puis les gens qui ont arrêté, ils sont contents d'avoir arrêté. Ils ne sont pas mécontents d'avoir fait, mais on doit recommencer. Oui, il y a ça aussi. Je pense que Anne-Sophie et nous, les organismes, on essaye d'augmenter la résilience, mais c'est qu'une batterie portable. Si le type il décharge la batterie, vous le remettez de 30 à 40%, il finit par tomber à 5%, et là il arrête. Quoi qu'il arrive, c'est impossible. À part quelques fous, alors. Ouais, nous on ne pousse jamais. Il me reste encore peut-être au moins une question pour chacun de vous, venu de l'assistance éloignée, puis après il y aura peut-être encore une ou deux questions dans la salle pour cerner un peu les sujets. Pour Alain, tu as présenté tout à l'heure les deals que tu avais fait en 2018 et on me dit qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'en 2 phrases, tu sais nous dire ce que le cru 2018 a donné? Alors nous, on n'a pas le terrain, mais si comme des scientifiques, je pense que
Anne-Sophie de Brasserie, on a compté que sur la période 2015-2018, la moyenne de durée d'investissement est de 5 ans. On est plutôt à une valorisation de 2,4. Et puis, l'investissement 2018, on est seulement à 1,4. Alors là, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est une question de temps. Au début, j'ai investi dans les startups et j'ai un copain qui dit c'est incroyable, là, il n'y a aucune des boîtes qui fait 1 million d'euros. Je me dis, comment ça fait pour faire un truc aussi idiot? Je dis, il suffit d'attendre. alors, pourquoi 1,4 seulement? C'est parce que d'abord, alors, première chose, d'abord, on investit assez cher quand même, globalement. Donc, on reste à 1 pendant un certain temps. C'est-à-dire que si c'est une moyenne d'investissement de 2 ans, il y en a quand même la moitié où ça reste à 1. La deuxième raison, c'est que les valorisations des multiples ne sont pas évidentes. Ça prend un peu de temps au départ. La troisième raison, c'est que quelquefois, il y a des morts et les gens meurent plus vite que. Généralement, on meurt vite. Et alors, quand vous êtes un fonds, alors moi, je ne connais pas d'un petit fonds, le problème, c'est les zombies. C'est-à-dire que vous avez, finalement, les startups meurent au début. Celles les réussissent bien, aussi bien, elles sortent. Et puis après, il y a les zombies, c'est-à-dire les gens qui restent à 1. Et vous ne savez vraiment pas comment aider un fonds, vous ne savez vraiment pas comment faire. Donc c'est là où on se rappelle de faire le marché de rachat des zombies. Les zombies, ce n'est pas la boîte qui va très mal, c'est la boîte qui va moyen. Le type, il a fait son truc, il investit, ça la même valeur. Et quand on fait un fonds, il faut fermer, c'est ça, les fonds de mémoire. Je n'en suis pas encore là, mais j'ai vu des gens qui avaient créé 10 ans avant, qui ne savent pas quoi faire des zombies. Donc, globalement, les 3 catégories. Un tiers qui va aller au tapis, si vous faites moins d'un tiers, c'est génial. Un tiers qui va rester un peu zombie, et un tiers qui fait des plus-values. Et tout ça prend un peu de temps, parce que le tiers qui fait des plus-values, ça prend un peu de temps. Globalement, moi je pense que si on fait 2,4 avec une moyenne d'action de 50, ça va faire un terrible 25% de rente. 20%. Ah, merci. Il y a une question pour Anne-Sophie. Un de nos correspondants à distance qui participe à cette soirée nous dit « Je suis membre de Badge, donc Club de Business Angel des grandes écoles, et je ne vois aucun des dossiers dans lesquels se trouve Elaya. Alors comment faites-vous pour que ce soit le cas? Est-ce que c'est parce que vous sourcez vos dossiers très en amont et que vous les retirez du marché? Ça, pour les retirer du marché, c'est que les entrepreneurs nous appellent et que nous, on les spot. Tu vois, par exemple, Anne-Sophie. Oui, voilà. Il y a quelques c'est la même chose. Qui viennent te voir et qui viennent te marcher quand même. Non, il y a quelques-uns au téléphone. Et puis là, tu vois, le dernier en date que j'ai regardé, j'ai traîné un peu, j'avais du temps à perdre, 2 heures sur les réseaux sociaux. Je scrollais en fait les profils des gens. Il y a un gars, je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant ce qu'il fait, je vais me passer un coup de fil. Voilà. Donc vous êtes actif. Oui. C'est de l'inbound, donc les gens nous appellent parce qu'ils savent que voilà, on sait faire des boîtes early stage. Puis il y a sinon nous qui allons chercher, qui ratissons. Mais nous, nos pauvres clubs de BA, on a forcément le fond de la bouteille, les meilleurs sont pris. À nous les aider encore plus, des mauvais élèves. Donc, moi, je rappelle que l'éducation, ça ne consiste pas à la sélection des meilleurs élèves. L'éducation, c'est tirer les meilleurs, les élèves le haut, et nous, on n'a pas les meilleurs, on essaie de les tirer. Nous, on est une équipe qui fait ça full time. C'est quand même différent. On ne peut pas penser que nous, étant des glandus de l'école, on aura des meilleurs dossiers que tout. On n'a pas cette prétention-là. Très bien, en tout cas, vous êtes très complémentaires. Est-ce qu'il y a encore 1 ou 2 questions dans la salle? Oui, j'avais encore une question sur on a peu parlé aussi de l'équilibre equity debt, parce que par exemple, quand tu investis 500 millions d'euros, en général, les banques peuvent ajouter, donc j'ai vu qu'avec des partenaires, ils sont prêts aussi à mettre des tickets. Mais bon, il faut aller chercher un max de dette, ça c'est moins cher le financement. Donc, là, il faut saturer tout ce qu'on peut. Nous, on s'emploie à aider les boîtes à aller chercher. Moi, tu vois, on fait 6 ans chez les pays, je passe mon temps à faire des bureaux pour leur dire où est-ce qu'on peut gagnoter encore 200 cas par-ci, 300 cas par-là. Et d'ailleurs, à cet égard, honnêtement, en ce moment, c'est pas mal de monter des boîtes en France, parce qu'il y a quand même un arsenal financier ultra généreux pour démarrer. Franchement, pour avoir fait plusieurs boîtes, comme je disais, au UK, en Belgique, à Barcelone et tout, moi, je trouve ça beaucoup plus confortable à la création d'être en France. Et ça ne nous empêche pas que nos boîtes elles aillent aux US ou ailleurs commercialement. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une période propice. On est très dans l'étoile, on pense que la France, on a beaucoup de chance en France. Ouais, pour créer des boîtes, il y a aucun de tout le monde dit. Alors, moi, je peux dire rien vendre ma boîte, qu'on est vraiment le pays au monde où on est le moins imposé à la vente des boîtes. Ouais. Moi, mon optimisation fiscale de la vente de la boîte, ça a duré 1 minute. Il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'il payera très peu d'impôts.
après, c'est vrai que j'ai demandé à mon fils de faire le calcul, moi, je pense que c'est compliqué. Puis après, le contrôle fiscal, j'ai dû rappeler mon fils en disant que tu as bien fait le calcul. Alors, j'ai rien compris. On était dit, est-ce qu'il dit l'avocat? J'ai demandé à l'avocat. Et on dit, le contrôleur fiscal a refait tous les calculs et m'a remis de l'argent parce que c'est une partie de la grande capacité. Donc, c'est vraiment, en France, c'est génial. À part le marché, là, tu dois utiliser ça mieux. C'est vraiment un très bon pays. Non, mais même le crédit impôt recherche. Exactement. C'est essayé, hein, oui. Tout à fait, raison, je vais en parler. D'autres questions? Peut-être quand même, elle me brûle depuis tout à l'heure. Ouais. Ce que tu décris, Anne-Sophie, on a l'impression que c'est hyper facile de trouver comme ça aussi. Non, mais c'est pour présenter que je dis ça, mais du coup, je voudrais revenir justement sur les critères, si je résume un peu ce que tu dis, et puis pour voir ton avis. Finalement, voilà, des bonnes personnes avec des bonnes idées, le bon marché, entre guillemets, basta, quoi, quelque part, si on veut résumer. Oui. Et donc, ce qui incite à réfléchir, du coup, si on se lance, à un niveau quasiment que ces points-là, parce que ton taux de succès par rapport au projet aussi reluctable, c'est insolent quelque part, entre guillemets. C'est tellement de risques à ce stade. Et du coup, si tu veux, pour vérifier le marché, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on appelle notre réseau. Tu vois. Vraiment, en ref call, là, tu vois, le gars dont je vous parlais, que j'ai trouvé il y a 10 jours sur Internet, sur les réseaux, on a listé 20 contacts à nous qu'on va appeler pour essayer de vraiment vérifier que, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des projets concurrents, donc on va être sûr qu'on est sur le best in class et tout ça. Donc, on va vraiment appeler les gens pour vérifier ça. Donc, je pense que vous, quand vous êtes entrepreneur, il faut essayer, par rapport au secteur qui vous intéresse, de mapper, tu vois, comme je faisais, c'est très facile maintenant avec les réseaux sociaux, donc ça prend quelques heures, mais tu mappes, tu essaies de te dire c'est qui les gars qui sont des KOL de ce marché, qui sont des clients potentiels de ce marché, et t'appelles les gars, tu vas boire le café et tout, pour essayer de cerner, est-ce qu'ils sont mûrs, est-ce qu'ils vont acheter, tu vois, si j'ai une solution dans 6 mois, dans 12 mois, est-ce que les mecs vont acheter, ou est-ce que c'est juste éphémère et dans 5 ans, on va faire rien. Et du coup, à quel point vous pensez tous les deux que c'était écrit d'avance, ça s'est déroulé comme ce que... Enfin, au niveau du potentiel, hein, pas l'histoire, parce qu'il y a des pivots, il y a plein de trucs, mais... Non, c'est jamais. Il y a une grosse part de chance dans notre métier, il faut être justement. avec ça. Voilà. Alors, moi, je pense que soit vous avez le réseau, soit vous trouvez un moyen d'avoir accès au réseau. Donc, là, il y a un moyen, des amis, parce que surtout quand on est jeune, quand on a 25 ans, on n'a pas le réseau. Structurellement, on n'est pas un réseau, donc il faut avoir une capacité à générer des gens qui t'amènent le réseau. Alors, soit c'est le réseau super réussi, ou le réseau du CID, ou des amis, mais moi, je pense que c'est déjà un bon réseau. Pour faire ce que dit Anne-Sophie, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un excellent réseau, tu as un moyen de vérifier ton marché, tu as quand même plus de chances de réussir, mais il n'y a pas de garantie quand même. Par contre, s'il n'y a pas de réseau, moi j'accompagne dans une structure par une talent des gens qui veulent créer, s'il n'y a pas de réseau, il n'arrivera rien. Mais quand même, voilà, si tu écoutes les clients, tu vois, si tu fais ce travail de benchmark pour essayer à l'avance, pour essayer de savoir où serait ton marché, quand tu lances dans ton projet, vraiment le réflexe, si tu sens que ça ne mord pas, de reparler aux gens du réseau pour voir ce qu'il ne faudrait pas que je pivote, tu vois. Normalement, si tu fais ça vraiment sérieusement, sans te voiler la face, etc., les futurs clients, ils ne mentent pas. Tu vois, s'ils ont envie d'acheter le truc, ils vont te le dire. Tu vas le trouver, le marché. Si tu ne le trouves pas, c'est que ce n'est pas le bon play. Il faut chercher à faire autre chose. Et puis, Raphaël, nous, on a un peu le même principe que toi, c'est-à-dire qu'on voit une start-up, on lui donne 4 contacts possibles. Donc, un concurrent, un client possible, un machin. Et si la start-up dit, je ne vois pas pourquoi tu me donnes les 4 contacts, on n'invitera jamais chez nous. Si elle va voir les 4 et les 4 disent c'est super, on investira toujours chez elle. Et puis après, on l'interprète. Cette capacité à accélérer du réseau, à aller voir les autres, à prendre des contacts, même si le type ne les a pas a priori, je pense que ça vend comme fortement des choses. Donc c'est ce que j'appelle le talent. La capacité à sentir des choses, Si tu as 25 ans, tu ne l'as pas. Mais c'est vrai que tu as raison. Ça, c'est un point que je vous dis. Nous, nos bons entrepreneurs, parce que c'est quand même sympa, c'est qu'on peut devenir un bon entrepreneur. Nos bons entrepreneurs fonctionnent comme une éponge. C'est-à-dire que quand tu leur donnes des contacts, tu vois, au début, on va dire c'est un peu early, on ne saurait pas trop faire et tout, mais tiens, je peux te donner un contact, tu fais partie du marché, un autre contact, je donne 4-5 contacts, puis moi, derrière, je rappelle les gens pour avoir leur feedback. Si le gars, il n'était pas très au clair, etc., il va continuer à se poser les ballons pour se chercher. Et en fait, c'est pour moi une façon de voir sa propre plasticité intellectuelle. En fait, est-ce qu'il est déjà dans une démarche de j'écoute le futur client et parfois, il revient 6 mois après, et son projet, il est vachement mieux foutu. Et d'ailleurs, entre-temps, il a lui-même sourcé d'autres personnes qui vont donner des complémentaires. Voilà, c'est cette plasticité qui fait qu'au final... C'est théorisé, donc
fait que mesurer les soft skills, mais comme il n'y a aucun moyen de les soft skills, quand il dit aux gens que des soft skills, ceux qui n'en ont pas disent moi j'en ai, ceux qui en ont disent que pas. Donc le seul moyen de mesurer les soft skills, c'est qu'on les mise en relation, de tester après les gens. Comment n'ont pas forcément de succès. Il faut juste que le type ait été posé comme sympa, utile, machin. Il n'a pas besoin de signer le contrat tout de suite. C'est pas une épreuve. Effectivement, on ressent les choses à travers le regard des autres. Bien. Mais Raphaël a tous ses talents. Le mieux, c'est peut-être que vous puissiez discuter après autour d'un pot. Je remercie et nous remercions tous ensemble nos intervenants. Vous avez apporté des éclairages tout à fait passionnants. Et donc, je vous invite à poursuivre la discussion autour d'un pot que nous... Voilà, et moi, j'ajoute juste un dernier mot, c'est que j'invite toute la communauté Communauté Entrepreneur à notre prochaine réunion, qui aura lieu le 14 mars, dans exactement 4 semaines. Ce sera une soirée animée par le club des développeurs. Donc, nous nous adressons à des dirigeants en poste. Ce sera sur le thème de l'accompagnement du dirigeant. Justement, ce que nous faisons chez XMP, entre autres. Merci à tous et à une prochaine.